Bon. Écoute, Justine, je propose que tu commences par, présenter un petit peu ce que vous faites chez Monopole, votre expérience, globalement et voilà, ce que tu représentes. Dac. Du coup, je m'appelle Justine Houge, je suis la CEO et fondatrice de Monopole. Monopole est un projet qui date d'il y a plus ou moins 2 ans, mais qui s'est lancé en bêta l'année dernière, en mars dernier. Monopole, c'est une plateforme de référencement qui met en coordination et du coup en réseau à la fois les institutions, les porteurs de projets dits à impact avec un engagement social, environnemental et ou économique, et également les communautés qui souhaitent en fait changer leur paradigme d'investissement. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, Monopole, ça représente plus de 7 pays. On est lié à 11 institutions environ. Et on est présent à la fois en Amérique latine, un tout petit peu en Asie, c'est prévu plus pour fin d'année, et en Europe. Principalement en Suisse, au Luxembourg et au Portugal. Étant belge et résidente en Suisse, c'est un petit peu logique, voilà. Après, si tu sais me guider par rapport à ce que tu souhaites savoir de plus. Yes, bien sûr. Déjà au niveau de vos activités, pour rentrer un petit peu dans les détails, hein, vous avez un token, le MNPL. Oui. Comment il est émis? À quoi il sert? Tout ce qui touche à la tokenisation et cetera. Tu peux OK. rentrer vraiment dans les détails, hein, on est là pour ça, c'est le but. OK, top. Déjà, en fait, il faut savoir que le MNPL est pas encore émis. On sera, du coup listé et émis, normalement selon ce qu'on a convenu avec les launchpads et les IEO, vers le mois de septembre. Ce token en Suisse est considéré comme un token hybride parce qu'il peut avoir, justement des particularités de security, qui donnent accès à certaines choses. Mais sinon, c'est un utilitaire. Il a plusieurs fonctionnalités puisqu'il va permettre à la communauté, du coup, qui sont principalement des investisseurs au départ immobiliers, on en a énormément dans la communauté de Monopole, ou alors ils sont plutôt investisseurs en général, pas forcément crypto, ils veulent diversifier. Et donc, ils ont un petit peu de scepticisme, mais ce sont aussi des personnes qui veulent faire du sens et être engagées aux côtés du projet, puisqu'elles nous suivent du coup depuis le tout début. Et donc, sur l'utilité du token, on a mis à la fois en place un système où la personne va pouvoir, un petit peu comme un mystery shopper ou un auditeur, elle va pouvoir collaborer avec le projet et aller monitorer le projet en direct. Et donc, via un système d'audit, en fait, on va pouvoir directement valider et blockchainiser cet audit. Donc ça, elle va avoir une rémunération grâce à ça. Donc ça, c'est via le token. Et elle va aussi, le token sert à payer les frais de la plateforme, puisque du coup, nous, on est interopérable aujourd'hui sur 7 blockchains. Pour fin d'année, on souhaite l'être sur 11 normalement. Après, ça dépendra également de nos grants, hein. Mais du coup, voilà, notre objectif, c'est vraiment d'être blockchain agnostique et d'être vraiment centré sur la communauté. Et que cette communauté ne se ferme pas de porte, qu'elle soit vraiment juste focus sur l'engagement social, environnemental ou économique. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi ce jeton. C'est parce que du coup, il sera une sorte de monnaie commune, si tu veux, à toutes les blockchains. On travaillera également avec des stablecoins. Actuellement, on est en train de parler avec différents protocoles parce qu'on est très intéressé par le Jarvis Network pour la collatéralisation avec le franc suisse, qui est plus résistante sur le marché. Et du coup, tu as également le fait que ça donne accès aux crypto-partners, à des pools différentes, voilà, à différents services. Donc voilà un petit peu à quoi sert le jeton, en plus du coup de la gouvernance, ce qui est important pour nous, puisque la communauté décide vraiment de tout, que ce soit la sélection des blockchains, que ce soit du coup les projets qui vont être labellisés et mis en avant. C'est vraiment, en fait, tout est mis en place pour que ce soit la communauté qui soit représentative de ce qu'on doit faire. Ils ont un rôle important aujourd'hui puisqu'ils ont accès, les Golden Members du coup de l'année dernière, ont accès vraiment à tout et à des avantages un peu différents des autres. Voilà. OK, donc là, il y a plusieurs points qui m'ont fait tilter. Je pense que je suis pas le seul. Premièrement, tu as parlé de rétribution et d'audit. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu la question?
Ouais, totalement. En fait, en tant que plateforme de référence engagée, le gros problème qu'on avait, c'est qu'on peut pas se dire engagé et avoir un risque de sourcer un projet qui peut potentiellement faire du greenwashing. C'était vraiment la grosse problématique qu'on avait. De ce fait, on s'est dit qu'en fait, on allait agréger cette plateforme de référencement avec un label. Donc ce label, il est en train d'être constitué, d'être monté, il va y avoir plusieurs niveaux de labellisation. Ce label, il agrège ISO 26000, B Corp et également les ODD des Nations Unies. C'était hyper important pour nous à ce niveau-là puisque aujourd'hui, on participe depuis 2 ans donc à la campagne Flip the Script, qui est une campagne des Nations Unies justement pour changer les méthodes de consommation en rapport avec les grands objectifs. On est également signataire de Business for Nature, donc la COP 15, de Crypto Climate Accord par rapport au traité de Paris. Donc voilà, donc là, en fait, on avait ce label, et donc ce label, bah forcément, il va permettre à un projet d'arriver directement sur la plateforme. Cependant, il fallait également qu'on fasse intervenir la communauté. Donc pendant en fait que le projet a son scoring, il va y avoir une sélection et un vote d'attrait pour la communauté. Derrière, la problématique, une fois que le projet est onboardé, c'est reste-t-il green? Reste-t-il engagé au niveau social, écologique ou économique de nouveau? Et donc, par rapport à ce monitoring, on souhaite travailler avec Cléros, mais également du coup avec notre communauté, puisqu'on sait que ce sont les premiers à vouloir utiliser justement les projets ou du coup les institutions. Je vais donner un cas concret. On a un écologe dans une ville X et un de nos investisseurs, du coup, de la communauté, est proche de cet écologe et souhaite en fait voir s'il fait réellement les choses. Eh bien, grâce au partenariat qu'on a avec Kix, on a réussi en fait à monter un produit qui permet justement aux contributeurs, en fait, si tu veux, d'aller directement sur place, de répondre à quelques questions comme du mystery shopping. Et derrière, en fait, toutes ces réponses sont directement analysées pour voir justement s'il prend bien des photos, par exemple, de l'endroit exact ou si justement il a confondu bâtiment. Ensuite, ces données sont blockchainisées directement et mises sur la plateforme. La plateforme n'est pas encore en live, donc je ne peux pas vous montrer. Mais du coup, c'est vraiment le projet de Monopole même, c'est de pouvoir, en fait, pour les gros investisseurs ou les communautés, pouvoir dire aujourd'hui, j'ai un projet, j'ai une diversification qui a été effectuée sur mon portfolio, et malgré tout, j'ai un monitoring à la Netflix qui se fait automatiquement, à la fois grâce à des auditeurs externes de Monopole et grâce à la communauté. Voilà pourquoi il y a une sorte de revenu qui est généré. D'accord, donc n'importe qui, peut aller auditer, s'il y a un style de bounty sur l'association au coin de sa rue? Bah, pas forcément n'importe qui, parce que là aussi, on a mis un frein à l'entrée, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre sur Monopole est sujette à un KYT, qui est réalisé avec certains paramètres. Et donc, il faut que son wallet soit whitelisté et qu'il soit en accord avec le fait que cette personne n'a commis aucun délit ou du coup aucun financement sur la blockchain de choses illégales ou douteuses. Alors tu as dit KYT et non pas KYC, est-ce que tu peux revenir dessus? Bah, en fait, comme on est pro décentralisation chez Monopole, le KYC est pas obligatoire pour tout. Donc, dans certaines parties de l'écosystème de Monopole, tu vas devoir faire ton KYC. Mais pour d'autres parties, comme par exemple pour l'audit, tu n'as pas besoin en fait de faire un KYC. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est juste ton KYT. Donc, en fait, connaître ton wallet et connaître les transactions que tu as émises avec ton wallet pour savoir, par exemple, est-ce que tu as financé de la pédopornographie, de la cybercriminalité, est-ce que du coup, il y a eu des choses bizarres sur ton wallet, en fait, des mouvements qui peuvent faire penser, en fait, que tu n'es pas une personne, euh, comment dire, qui pourrait rentrer, en fait, dans nos scopes de valeur d'investissement ou de contribution. OK, ça c'est vraiment super intéressant. On reviendra dessus à la deuxième partie qui sera vraiment axée juridique. Là, on est vraiment sur une présentation globale, enfin globale, mais un petit peu en détail quand même parce qu'on aime Ouais, là, bien, c'est plus heu, détail. de Monopole pour comprendre vraiment l'essence même de vos activités Mm. et des points sur lesquels après on pourrait revenir qui seraient pertinents dans le contexte juridique.
Bien Donc sûr. ouais, le Kawaii, je connaissais pas, c'est vraiment trop cool. Tu Tu as connaissais, Jove? Pardon, je t'ai coupé. Il y a pas de souci. Ben, en fait, il y a Synapse qui développe en ce moment, en fait, ce concept de person mood, un peu avec ce même système, mais je suis très curieux parce que j'en vois tout de suite les limites, qui est celle de n'importe quand peut créer un nouveau wallet. Donc ça garantit pas que la personne qu'il y a derrière soit une personne qui est pas financée. Oui, mais par contre, tu peux dire, par exemple, dans tes paramètres, nous, par exemple, on travaille avec ScoreChain, ok? ScoreChain, tu as plus de 100 filtres qui sont possibles. Je pense que c'était ça. Et donc, derrière, tu peux aussi dire que tu veux que le wallet ait déjà effectué une ou plusieurs transactions. Et donc, en fait, ces transactions, imagine, du coup, tu es une personne qui a commis des délits, d'accord? Qui a financé quelque chose de pas propre. Tu aimerais rentrer sur Monopole pour te créer une conscience ou faire ce que tu veux. Eh bien, en fait, derrière, si on demande que nous, il y ait plusieurs transactions qui aient été réalisées, soit ils doivent repasser par un exchange qui, lui, va faire, en fait, le processus et va regarder aussi, soit il va devoir envoyer des fonds, en fait, d'une quelconque façon, directement sur ce wallet. Et on espère qu'ils n'auront pas, du coup, trop de jugeote à le faire par carte ou autre, et directement, en fait, le faire, par exemple, avec un autre wallet sur lequel ils servent, et donc pouvoir relier différents wallets. On peut remonter jusqu'à 3 wallets, je pense. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est des données, je l'ai vu l'année dernière quand on a regardé pour ça. Donc, je peux pas l'affirmer, mais je pense que tu peux aller jusqu'à 3 wallets en arrière. Je juge pas, attention, si c'est le concept, simplement, ça favorise quelque part, on va dire, j'ai envie de dire, le recel de wallet propre. Parce Oula. qu'aujourd'hui, tu vas voir, ton voisin ou une copine, tu rachètes un wallet on parle de e-réputation finalement. Ouais, Heu, c'est un peu ça. Après, ouais, bah, si tu veux, nous, l'objectif, c'était vraiment déjà de voir, de mettre un certain filtre pour être certain. Après, ça veut pas dire que ce filtre, aujourd'hui, a la capacité de tout combler. S'il y avait ça, en fait, ben, forcément, ce serait plus simple pour nous. Mais aujourd'hui, sur ce qu'on connaît du marché et des produits et services qui y sont associés, on n'a pas trouvé mieux. Donc peut-être qu'en fait, avec le temps, des technologies ou des logiciels vont nous permettre d'aller plus loin dans cette envie justement de whitelister les personnes pour être certain que du coup, ce sont des personnes entre guillemets dites bien. Mais aujourd'hui, c'est notre façon de faire par rapport à ça. pas C'est pas la meilleure façon qu'on ait trouvée. pas de problème, mais de toute façon, ouais, ces solutions techno, elles vont arriver avec le zero knowledge notamment. Exactement, ouais, c'est Donc exact. ça arrive doucement. Par exemple, là, tu vois, on est en train de mettre en place aussi la connexion par mail, justement. Bah là, du coup, la connexion par mail, ça va amener une friction puisque du coup, tu as pas de wallet derrière. Et on regarde déjà à voir comment on peut faire. Et du coup, là, par contre, on tomberait sur un vrai KYC. Donc voilà. Au niveau du KYC, pour vous dire, on travaille du coup avec Vialink, qui aujourd'hui a plus un process typé bancaire, où justement on peut demander plusieurs choses. Voilà. J'ai une petite question, si jamais tu me permets tout de suite. Il n'y a pas de Et souci. pourquoi ne pas de mettre directement les 2 pieds dans le plat et demander un KYC, ce qui vous éviterait finalement vous-même d'incentiver des personnes qui pourraient justement après coup, voilà, être des mauvaises personnes, quoi? Parce que j'imagine que ces personnes, qui auditent, elles sont incentivées, donc vous les rémunérez et qui dit que derrière ces personnes-là, vous rémunérez pas, enfin en termes de lutte contre le blanchiment? C'est la question que je me pose. Tu as la même friction en fait que du coup sur le KYC. C'est-à-dire que, Avec le KYC? ouais, je t'explique. En fait, pour avoir été en Amérique latine et centrale l'année dernière, il faut savoir que là-bas, tu peux avoir un permis ou du coup même un passeport provisoire dans certains pays qui pourrait en fait t'être délivré contre juste quelques billets et qui te permettrait de faire un KYC du coup au nom que tu veux, hein. Donc, de nouveau, le problème, c'est que là aussi, il y a le bas blesse en fait. Il y a des limitations. Et je peux t'assurer que je connais énormément de monde sur justement, par exemple, Medellín, ou des expatriés français qui avaient de la crypto, qui ont créé des projets crypto
qui, eux, du coup, payaient 300 € et avaient justement un permis de conduire avec lequel ils pouvaient faire leur KYC ou autre. Donc c'est là, en fait, où justement on voit encore les limites de comment on peut whitelister en fait la personne et vraiment vérifier tout ça. Et c'est parce que j'ai remarqué ça que du coup le KYT m'a paru plus pertinent que le KYC. Écoute, Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de KYC sur la plateforme, comme je l'ai dit, hein. Ça dépend vraiment en fait de l'utilité. Aujourd'hui sur l'audit, on n'en est pas encore à cette phase-là de développement. On l'a mise en place, en fait, on l'a structurée en termes de flux. On va peut-être la revoir avant le live, mais concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait pensé faire. OK, non, mais disons que moi, tu pourrais au moins dire que tu limites par ce biais-là, voilà, les possibilités d'eux, quoi. Tu peux pas, il y a pas de 100. Non, jamais. Mais, Ça, il peut-être aussi, il pourrait y avoir un double contrôle, un premier qui serait justement sur un KYC ou un KYT, mais éventuellement une espèce de peut-être de cooptation de personnes de la communauté qui valident entre guillemets la un espèce de proof of value, de valeur de quelque chose qui dit que cette personne est honorable et qu'elle est en accord avec les valeurs de la plateforme. Mmh. Ouais, mais tu vois, quand tu me dis ça, je pense directement à est-ce que toi, tu es sûr que tu connais les gens autour de toi? Parce que autant je sais que par exemple certains membres de ma communauté sont liés, parce que nous, comme on est toujours cachés, on n'est pas encore en live, effectivement, tout le monde vient de la part de quelqu'un qui est dans notre cercle proche. Puisque nous, on n'a pas fait de démarchage. Nos campagnes d'influence de l'année dernière étaient vraiment juste pour tester et voir un petit peu les pivots et la réceptivité du marché. Mais du coup, se porter garant pour quelqu'un, même dans mon expérience professionnelle, je le fais rarement parce que tu ne sais pas à quel point la personne derrière, elle va être qualifiée. Donc je ne sais pas si ça marcherait. Ça peut être une possibilité, un petit peu comme sur la base du Manode qui valide avec les personnes, du coup, la biométrie et les nœuds de transaction. Je ne sais pas, à voir. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel on revient au moins une fois par mois avec mes devs pour voir s'il y a eu des avancées, s'il y a d'autres logiciels ou choses qui sont mises en place qui pourraient nous aider justement à valider ça. Regarde du côté peut-être d'Anima. D'Anima? Anima, c'est en fait c'est la même boîte que Synapse qui fait du Anima KYC. Protocol, c'est un truc de KYC décentralisé. Ah oui, Mais bah, Anima, ils sont sur un autre concept de proof C'est of personhood, à discuter quoi avec Florian. ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Bah, je pense que ça, en plus, les garçons me l'avaient mis dans le benchmark qu'on avait édifié justement sur le marché de ce qu'on pouvait trouver. Donc, j'en reparlerai avec Mathias, merci. Ouais, je viens de le quitter là au téléphone et il est complètement. Au moins, il peut discuter quoi. Tu vois, il parlera de choses qui sont plus concrètes que. Mais il va vers ton principe de KYC. Mm. Et lui, il monte un peu plus et je pense que tu pourras en discuter avec lui, ça peut être intéressant. Ah, mais carrément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et justement, le KYT, quelle valeur juridique, du coup? À quelle valeur juridique? Faudrait que je revoie avec ScoreChain, mais t'as vraiment, en fait, tu peux avoir. Je sais que chez ScoreChain, je vais parler vraiment de ce que je connais par rapport à ça, de la présentation qu'ils m'en ont faite, puisque nous, on l'a pas encore utilisé et mise en place. Concrètement, en fait, tu peux soit demander, tu as un pack de wallets, par exemple, qui sont intéressés, qui sont whitelistés pour ta sale, d'accord? Tu peux transmettre ce pack de wallets et du coup, ils te font des audits avec un scoring. Et ils te mettent genre en orange, bah, du coup, ceux-là, il y a minimum une chose qui ne fonctionne pas, etc. Ou alors, tu peux vraiment demander un audit précis d'un wallet, si tu as un doute ou autre. Et là, ils vont aller vraiment fouiller, ils vont aller enquêter, et ça te sort un réel audit, un réel bilan du wallet. Donc, je pense quand même que, comme tu as toutes les preuves qui sont mises bout à bout, je pense quand même que c'est valable. Après, ce ne sont que de supputations. Je ne sais pas si c'est valable. Mais je sais que c'est notre façon de faire et c'est mis dans notre chart et dans nos... Voilà.
Donc là, la volonté, ça va vraiment être de se prémunir de potentiels risques et d'avoir des papiers, en preuve de bonne foi, en cas de souci, plus que d'avoir une quelconque, vraie valeur juridique, comme un KYC. Oui, en fait, si tu veux, c'est un petit peu les règles qu'on a édifiées avec toute la commune l'année dernière. Euh, on voulait que tout le monde ait pas forcément accès à Monopole, parce qu'au départ, on s'était dit ça doit être accessible à tout le monde, de partout, tout le temps. Un petit peu comme tout le monde espère le faire quand on a un projet. Mais au final, on ne peut pas être accessible pour tout le monde, parce que justement, tu as ce principe d'engagement social, et on n'a pas envie que, par exemple, des boîtes liées à certains grands groupes bien connus qui sont loin d'être engagés puissent justement investir dans Monopole, avoir un droit de gouvernance quelconque, tu vois, ce genre de choses. OK. La gouvernance également, on va y revenir parce que c'est un point auquel on porte, assez attention également. Ouais. Jacques, je crois que tu avais une question? Ouais, tout à fait. Je discutais là avec un enquêteur, un cyber-enquêteur de la gendarmerie à Paris, qui est sur Mhm. les grandes opérations de délinquance financière. Et il me disait effectivement qu'il fallait quand même faire attention parce que tu parlais de la valeur juridique de sous Wallet. Mm. Moi, je lui donnerais pas grand cas. Je pense comme ça. Pourquoi? Parce que, attention, maintenant on passe en théorie, c'est-à-dire on est entre juristes là, hein. Je tiens juste à le dire. Ça peut peut-être résoudre un problème pragmatique, mais d'un point de vue juridique, en fait, forcément, c'est de la méthode OSINT, puisqu'on est sur de l'information qui est open source, parce que ces enquêtes sont faites comme ça. Et il faut faire très attention à ça parce qu'il y a des limites à l'OSINT. Et en théorie, vous pourriez vous retrouver en étant taxé finalement de discrimination, puisque qui vous dit que ce qui est accepté ou refusé est véritablement, justement, ça n'a pas de valeur juridique. On peut considérer qu'il y a des cas où il peut y avoir de la discrimination. Et alors que vous vous Mm. revendiquez éthique, Alors que du coup, c'est un peu vous pouvez être discriminant, comme Ouais. une espèce de dictature écologique. De dire, bah voilà, non, vous ne correspondez pas à nos valeurs, mais quelles sont-elles? Bah, celle qui est décidée par un tel, mais quelles sont les méthodes? Ah ben, on vous les explique pas. Oui, bien sûr. Bah, nous, déjà, en fait, ce sera noté, tu vas avoir une fenêtre pop-up pour dire justement les filtres qu'on a mis Mhm. pendant que justement tu seras waitlisté. Et du coup, on a vraiment ciblé des choses comme le financement de l'armement, comme du coup la pédopornographie, tu vois, ce genre de choses. Donc, je pense que oui, l'objectif, c'est pas de faire de l'écologie punitive ou justement d'avoir une DAO qui soit élitiste, mais il faut quand même un minimum en fait. Parce que justement, par exemple, on a des gens qui sont qui ont travaillé dans des fonds à Dubaï, par exemple, et qui ont eu jusqu'à 30% des demandes d'investissement qu'ils ont dû refuser parce que ces personnes avaient déjà investi dans l'armement. Donc, c'est ce qu'on veut éviter en fait. Je comprends. Non, non, mais je suis parfaitement en Oui, phase. totalement. Ah oui, mais je suis pas. Franchement, C'est je juste comprends. que finalement, si jamais j'ai financé par exemple une pièce qui a servi de percussion pour un pistolet, mais qui aurait pu servir pour autre chose, est-ce que j'ai financé l'armement? Ouais, non, pas du tout. Là, c'est vraiment du pur financement. Je pense Ok. que t'as une granularité à poser en fait, parce que justement, t'as plus de 100 filtres. Et donc, soit tu peux être vague, vaste, soit Mhm. tu peux être très précis. Et c'est vraiment à toi de coordonner également la priorité de ces filtres. Donc, Ah oui, mais bien sûr. c'est vrai que de toute façon, je pense que ce que tu relèves là, c'est tellement pertinent avec entre guillemets, le combat qu'on mène. Et je pense que même Alix sera dans le même cas, c'est que quand tu fais de l'engagement social, environnemental, à chaque fois, tu vas être sur un fil rouge. Parce que forcément, tu as des purs écologistes en fait qui sont prêts à t'épingler si tu fais un pas de travers, si tu prends l'avion pour un déplacement, ce genre de choses. Et en même temps, tu es là pour justement mobiliser des projets, à faire en sorte que du coup d'améliorer les choses. Et tu dois en fait être jonglé sur cette balance et ce fil rouge en te disant, OK, quelle est la meilleure solution par rapport à ce point, tu vois? Je comprends. Ouais, faut être flex finalement. Exactement, c'est toujours être agile. Mhm. Nous, ce qu'on a décidé, c'est que pour ça, on s'arrête pas, on est dans de l'apprentissage continu.
Et donc, en fait, un benchmark est vraiment réalisé plusieurs fois sur l'année pour voir si la techno a évolué derrière, s'il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes avec notre vision. Et on se dit même qu'en fait, c'est pour ça que dans notre roadmap, tu as un pôle R&D, parce que justement, si on voit que l'année prochaine, parce qu'on laisse quand même 1 an à cette technologie de continuer à évoluer, si l'année prochaine, en fait, vers le mois de juin, il n'y a pas d'avancée, notre pôle R&D, du coup, travaillera sur des choses, sur des choses, du coup, distinctes. Tu vois, justement parce que il faudra qu'on aille créer nos propres solutions, entourées, du coup, des meilleures personnes qu'on trouvera, évidemment, en ne refaisant pas la roue, c'est pas notre métier au départ, mais justement en consolidant des partenariats pour créer quelque chose qui soit adéquat pour justement tous ceux qui font de la sustainable finance. Super. Tout à fait d'accord avec toi. Tu trouveras toujours plus royaliste que le roi, que ce soit au niveau écologie, au niveau gouvernance. De toute façon, tu te feras taxer d'être trop d'un côté ou de l'autre. C'est exactement ça. Et puis, en plus, c'est un sujet qui est devenu un petit peu polémique, qui est vraiment dans l'air du temps avec les canicules, etc. Donc, oui, il y a de gros enjeux. On sent vraiment qu'on est dans une époque charnière où justement on doit être mobile et on doit être vraiment focus sur les solutions, mais tout en n'oubliant pas en fait qu'il faut pas le faire au détriment d'autres choses. Donc voilà. Donc c'est pour ça que oui, on a mis en place le KYT. C'était important pour nous. Maintenant, on sait qu'il y a des failles, on sait que c'est pas parfait, mais on essaye de faire au mieux par rapport à la vision que la communauté nous a aidé à consolider sur le projet et qu'on espère faire perdurer et démontrer en fait comme peut-être un potentiel modèle pour certains autres projets qui souhaiteraient se consolider sur cet engagement. Hop, vu que Dolomac nous a rejoint récemment, on va peut-être revenir très, très vite fait sur la notion de KYT. Déjà, salut Dolo. Salut tout le monde, c'est gentil, ouais. Salut. KYT, enfin vas-y. Ah non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Pour résumer, le KYT, c'est l'acronyme de quoi? Know Your Transaction, je présume? Exactement. Ça, c'est identifier le wallet, c'est une étape en dessous du KYC. Identifier le wallet et le faire auditer par ScoreChain, il me semble, c'est ça? Oui, tu as différents acteurs en fait sur ce marché, mais du coup, tu as ScoreChain, effectivement, avec qui on a eu un super contact actuellement. Donc, nous, on Voilà. utilise. Qui permet de revenir sur les transactions pour voir s'il n'y a pas eu de financement d'activités répréhensibles et qui permet du coup de whitelist certaines adresses pour avoir certaines interactions avec donc Monopole DAO. Et ça peut revenir, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même si tu crées plusieurs wallets, ça peut retracer un historique a priori jusqu'à 3 wallets. Tu as ça également de manière, c'est pas par rapport à ce qui peut être risqué ou répréhensible, quoique. D'un point de vue Web3, vraiment, tu as également ça qui est transmis superbement par Bubble Maps. Parce que justement, sur Bubble Maps, tu vas voir quelles sont les baleines en fait de l'écosystème que tu recherches et les mouvements qu'ils font vers l'USDC ou vers d'autres cryptos, tu vois. Et Bubble Maps, en fait, scénarise énormément et modélise quelles sont les baleines de cet écosystème. Est-ce que du coup, il y a vraiment des whales qui peuvent être dérangeantes pour la stabilité du projet ou est-ce que du coup, c'est réparti de la manière la mieux possible? Mais du coup, tu as également ça sur Bubble Maps pour un tout autre sujet. Alors justement, la gouvernance, c'est quoi votre modèle de gouvernance au niveau des votes, etc. Alors, nous, on a eu un certain paradigme à casser. C'est-à-dire que Monopole est une plateforme de référence qui doit, qui doit alimenter un certain nombre de ressources qui est mise en relation, comme je vous le disais, avec les institutions et donc qui a besoin justement de pouvoir fonctionner. Et donc, il y avait ce paradigme entre on aimerait avoir un esprit collectif et en même temps, on doit générer du cash. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en fait, concrètement, au board de Monopole, tu as à la fois les associés et tu as la DAO au même niveau. Et derrière, dans cette DAO, chaque personne ayant un wallet avec minimum une activité mensuelle sur Monopole, donc chaque mois, en fait, quand tu évolues sur l'infrastructure de Monopole, tu reçois un Soulbound.
Et du coup, ce soulbound représente une unité. Et donc, quel que soit ton nombre de jetons, tu es une unité. Donc, personne n'a de voix plus forte qu'une autre. C'est un choix qui a été fait pour justement être le plus juste possible, tout en étant une société et pas du coup un collectif ou autre. Voilà. Simple question par curiosité. Le non transférable, c'est un ERC 721 ou en 55? Ça, c'est plus une question pour Mathias. Mais concrètement, en fait, comme les soulbound ne sont pas encore mis au point, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on émet des NFT non transférables. En fait, on décoche le fait qu'il y ait une revente ou que du coup, il y ait un transfert qui soit fait. Donc actuellement, pardon? C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le moment. Oui, pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Non, en plus, les Soulbull Token, il n'est pas là, Frédéric. Oui. Martin, il pourrait t'en parler longuement. C'est intéressant d'ailleurs. Normalement, il doit faire un podcast chez nous sur le sujet. Mais ouais, à l'heure actuelle, à part des NFT non transférables directement dans la fonction, il n'y a pas. Exact. Pas de solution. Juste, si j'avais une autre question. Les gens peuvent voter sur absolument tout. Il y a des niveaux de décision. Comment ça se passe? Il y a des niveaux de décision en fonction de l'activité. En plus, on a gamifié un petit peu ça. Donc, du coup, les gens ont des rôles dans le Discord. Ceux qui n'aiment pas Discord, du coup, ont des rôles aussi qui sont apposés, mais on est en train de faire une plateforme exprès, en fait, qui sera totalement gamifiée et DeFi, où justement, les gens n'auront pas besoin de passer par un réseau social parce que on a vraiment plein de gens qui détestent Telegram, qui détestent Discord, qui détestent Twitter. Et qui en ont parfois pas du tout. Donc, nous, il fallait qu'on ait une plateforme, la plateforme Monopole, qu'elle ait sa propre gamification. Et donc, oui, il va y avoir des rôles qui seront attribués. Il y a également, en fait, des niveaux qui seront mis en place. Et ces niveaux sont juste basés sur l'activité mensuelle. Donc, ça veut dire que si la personne se connecte une fois pendant le mois, c'est amplement suffisant. Ce qu'on ne souhaite pas, en fait, c'est que des personnes du coup qui n'ont aucun attrait avec le projet viennent et puissent du coup déformer un petit peu la vision. Donc par rapport à ça, il y a certains filtres qui ont été émis. Ouais. Non, vas-y. Non, je voulais juste savoir s'il y avait comme dans Titan DAO une forme de concile ou de conseil de surveillance qui aurait un droit de veto ou qui serait un gros point de centralisation dans votre DAO. Du coup, on a quand même des personnes qui sont mobilisées du coup dans la communauté, qui seront là quand même pour faire des points de vigilance. C'est important pour nous, mais pas pour mettre de gros droits de veto, simplement pour voir que ce n'est pas une personne, par exemple, d'un projet concurrent qui essaye de déformer les choses, ce genre de choses. Et ce sont des personnes qui, au départ, ont un background dans tout ce qui est légal et ordre, en fait. Donc, ils connaissent les lois, ils connaissent tout ce genre de choses et qui permettent justement d'avoir une modération. Mais mis à part ça, en fait, on n'a pas d'autres points de centralisation. Ok. Mais du coup, ils ont un droit de veto ou pas? En fait, ils doivent juste... nous, ce qu'on a sur le Discord de Monopole, par exemple, c'est qu'il y a certaines personnes qui pourraient, genre, par exemple, je sais pas moi, faire une critique négative ou parler mal à une personne. C'est des bannissements temporaires. Donc là, ce serait du ban temporaire ou du coup, justement... Oui, mais ça, c'est réglé automatiquement. Oui, c'est ça, c'est des choses qui sont régulées automatiquement. Et là, ce sera la même chose en fait pour la DAO, puisque la personne va juste mettre un ban temporaire en disant attends, ça c'est hors contexte, voilà. Après, justement, comme il y a beaucoup de sujets dans une société, comme vous le savez, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a des workshops qui sont organisés pour nos communautés afin qu'elles puissent justement avoir la vision la plus professionnalisée possible en fait pour prendre des décisions à nos côtés. Okay. À chaque fois, on va leur exposer. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on se rapproche de certains protocoles sur certaines blockchains qui justement sont en train de créer de l'éducation à certains sujets, parce que justement, on veut pouvoir leur donner toutes les clés si ça les intéresse, en fait, bien évidemment, afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour Web3 DigDAO. Voilà. Est-ce que vous avez un système de délégation de vote pour les gens? Ils peuvent déléguer leur token à des délégués? Oui, totalement. Et puis, on a même fait, en fait, actuellement, ce qu'on a mis... Pardon?
pour aller plus loin que tu puisses répondre, les règles de délégation de vote, elles sont comment? Justement, je vais t'expliquer. En fait, là, à l'heure actuelle, comme on n'est pas live, que le jeton n'est pas émis, ce qu'on a fait, c'est que toutes les personnes qui sont passées en privé de sale l'année dernière étaient sous contrat. Et donc, en fait, par rapport à la délégation, ce qui s'est passé, c'est que directement sur le contrat, elles pouvaient mettre aussi une personne au cas où il leur arriverait quelque chose. Donc, on a déjà mis un peu ce système en place de légation possible, où on sait déjà, en fait, avec qui être mis en contact, pourquoi, etc. Et derrière, il y a justement cette délégation de vote qui a été mise en place par Esteban, notre ancien CTO, qui justement est mise en place quand tu reçois ton jeton. Tu peux en fait dissocier le fait que tu sois un investisseur actif d'une personne qui souhaite se consolider sur l'engagement au sein de la société. Après, t'en dire plus, je saurais pas te le dire parce qu'aujourd'hui, en fait, tous nos investisseurs, comme je le disais, nous, on fait pas grossir la communauté actuellement. On sera live pour septembre, donc ça va s'enrichir, etc. Dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais aujourd'hui, en fait, tous nos utilisateurs ont reçu leur soulbound de gouvernance et ont pu choisir à qui ils l'envoyaient. Et ça se faisait directement sur la plateforme, en fait. Même pour le testnet, en fait, des projets, par exemple sur la tokenisation des projets à impact, ils pouvaient totalement déléguer, en fait, et ou transférer leur token, ou leur NFT de tokenisation directement à quelqu'un d'autre. Tu parles de société. De société? Ouais, tu as parlé que vous étiez une société. Oui. Vous êtes quoi, votre régime juridique, votre statut juridique? Aujourd'hui, donc on est au Portugal, on avait une SARL et on est en train de la transférer suite à la demande de nos investisseurs. Donc on a une SA qui est en train d'être montée en Suisse et une association qui supportera du coup la DAO, justement où on retrouvera tout le monde en tant qu'un peu collectif. D'accord, parce que comme tu parlais de board, une SARL est dirigée par un gérant, non? Oui, exactement, alors que là, comme on est en SA, on est déjà constitué en fait avec un vrai board. D'accord, mais parce que je parle pour la gouvernance, en fait, finalement, quel est l'organe collégial de direction de la SA? Ça va être le conseil d'administration? Mmh. Il y a eu un bug. C'est de mon côté ou c'est du vôtre? Allô? Non, là, c'est bon, je pense. C'est good, ouais. Jav, si tu peux reposer ta question. Ouais, s'il te plaît. Non, parce que voilà, au Portugal, c'est dans une SARL, il y a un gérant. Et si vous montez une SA, l'organe de direction d'une SA, c'est soit c'est le conseil d'administration avec le président du conseil d'administration. Et comment est-ce que vous gérez les décisions en fait d'une SA à travers une DAO, quoi? Et aujourd'hui, finalement, si les gens qui sont au board, ça leur donne un statut potentiellement de dirigeant. Donc c'est vrai que ça m'intrigue. On l'a mis dans le shareholder agreement, en fait, comme quoi nos décisions passaient par la communauté pour les décisions importantes. Donc, on l'a acté dans le shareholder agreement. Et en tant que dirigeant, il y a... Donc, moi, je suis fondatrice, j'ai plus de 50% des parts. Et j'ai Anthony, mon CFO, du coup, qui a 25% des parts, mais qui est totalement soumis aussi au shareholder agreement et qui est totalement d'accord avec cette vision aussi. Et c'est Le shareholder agreement, c'est l'assemblée générale. C'est le des associés, mais pas véritablement la gouvernance. Voilà, c'est le pacte d'associés. Ouais. Et derrière, en fait, le truc, c'est que, comme je l'expliquais à Alix juste avant cet appel, en fait, chez Monopole, on n'a pas voulu se diluer actuellement en termes de levée ou ce genre de choses. On a une levée beaucoup plus tard, mais de nouveau sur les mêmes bases, sur les mêmes principes, en fait, et en gardant justement ce pacte d'associés et cette charte, en fait, d'entreprise qui est importante pour nous avec cette vision. Et derrière, en fait, en attendant, on a fait des levées non dilutives. Donc, ni token, ni action. Ça nous a permis, du coup, de générer c'est en train de nous permettre de générer 3 de nos streams de revenus sur les 5. Et du coup, d'être du coup plus indépendant au final. Et donc, de pouvoir conserver cette vision sur le long terme.
Et donc, tu convoques des assemblées à chaque décision? Sur À chaque les... décision, parce que moi, je distingue, mais après, je peux me tromper, hein. La gouvernance, c'est la gestion, la gérance. Mhm. Et en fait, les shareholders et ton pacte d'associés concernent finalement les AG, AGO ou AGE, au choix, peu importe, mais c'est pas le même niveau de décision et c'est pas les mêmes types de décisions qui sont prises dans chaque. Sûr, sauf que aujourd'hui, en fait, chez Monopole, pour moi, en fait, Monopole n'existerait pas sans certains de nos membres, en fait, qui sont là depuis le départ, qui ont un certain niveau d'accréditation, comme on le disait justement dans la DAO, et qui ont donc accès à ces AG. Et du coup, après, pour tout ce qui est gestion, choix des blockchains, etc., effectivement, là, c'est distinct. Et du coup, c'est différent. Mais je peux dire officiellement que là, aujourd'hui, il y a 3 personnes, en fait, qui font partie au départ de nos investisseurs et qui sont dans les décisions aujourd'hui de Monopole, qui ont accès à tout, qui sont sous NDA et même sous contrat. On a mis un advisory agreement, du coup, sur leur position, justement parce qu'on a contractualisé ça afin qu'ils puissent être un petit peu les délégués syndicaux de la communauté sur des beaucoup plus grosses décisions. Mais quand il y a des investisseurs qui rentrent, ils ont plus de parts de capital, comment est réparti le capital dans la société? Bah, là, par rapport à quels investisseurs? Par rapport à ceux en non dilutif? Ouais, et ce qu'il y aura par la suite, tu dis il y aura peut-être des levées par la suite. Alors, Comment actuellement, donc, on n'est pas dilué. Donc, en fait, les investisseurs qui ont misé, entre guillemets, sur Monopole ces dernières semaines et qui le font encore pour les prochaines semaines, en fait, on a créé un produit dérivé au niveau financier. C'est Anthony qui l'a fait. Sur base de ce qu'il connaît dans les gros fonds d'investissement et dans tout ce qui est institutionnel, puisque lui, il a un vrai background sur ça, donc il aurait été plus pertinent pour en parler que moi. Mais du coup, il a créé un produit dérivé qui nous permet de nous lancer sans être dilué. Une sorte de prêt, en fait, sur lequel les gens vont avoir, en fait, un pourcentage, comment est-ce que je vais dire ça? Un pourcentage fixe annualisé qui sera distribué parce que grâce à eux, en fait, on sort nos streams de revenus. Et donc, en fait, c'est juste... C'est une obligation? Un contrat Non, obligataire? non, non, non. C'est pas... Justement, en fait, c'est un autre Ah oui. produit qu'un contrat obligataire. Et justement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir fonctionner et de pouvoir justement lancer nos streams de revenus. Mais c'est pas un contrat obligataire, c'est... C'est non. pas des BFA, parce que là, Non, c'est pas des BPA. dire, Ouais, voilà, ouais. Non, non, Il y mais a- tu as des obligations, d'un côté, c'est du prêt, Non, et ça rien te à... donne droit effectivement à ton revenu annuel. Tu Non, peux c'est un... avoir des OBSA qui pourraient te donner même à terme la possibilité d'avoir des actions. Maintenant, en ce moment, c'est ce qui se fait bien, c'est le BSAR. Oui, mais non, Tout pas le monde du le tout. fait, donc c'est pas ça. Non, non, c'est pas du tout ça. Ah C'est ouais, une sorte de prêt en mode bonds institutionnel, tu sais. ok, non, non, mais moi je ne le remets pas en cause, c'est juste c'était une Non, question. C'était une question. oui, oui, bah, parce que là, pour le coup, je suis moins pertinente pour vous expliquer les détails de ça, puisque, Mm. en fait, là où je n'ai pas de compétences, je me suis entourée correctement. Non, non, Donc, bien sûr, mais c'est surtout c'est faire le lien entre l'investissement et finalement le droit de vote, mm, tout en séparant finalement si c'est pas des donc c'est pas des shareholders puisqu'ils sont pas associés, non, ceux-là. pas justement, en fait, les personnes qui ont mis sur ce prêt, justement, aujourd'hui, on leur a proposé d'avoir un soulbound token de gouvernance pour être quand même à nos côtés, etc., dans les prises de décision. Mais c'est pas du tout leur intérêt. Leur intérêt, c'est de faire un prêt avec un rendement plus élevé que la normale et du coup de pouvoir voir se déployer Monopole sans pour autant prendre part à des actions, être pénalement responsable de quoi que ce soit. Enfin, voilà. Bien, C'est bien plus sûr, ouais. léger, c'est plus léger pour l'investisseur et c'est plus optimisé du coup de notre côté puisque chaque euro dépensé, chaque franc suisse dépensé du coup via ces prêts sont vraiment dépensés pour sortir le stream de revenus. Donc il y a une livraison qui se fait derrière et ils ont une vue sur ça. Mais ce qui existe dans des boîtes, c'est en fait créer des comités de créanciers, si tu veux, avec le Mezzaneur, etc. Donc, tu aurais pu avoir, en fait, finalement, en fonction de qui investit et de son statut, une espèce de classe de créanciers qui va regarder lui plutôt que, il va te demander plutôt les chiffres que tu sors pour être sûr que lui va être remboursé et qui va pas s'interférer dans ta gestion
et dans ta gouvernance, sauf peut-être pour certains investissements où il devrait y avoir son accord, où il a un droit de veto. Non, pas du tout. Là, ouais, Là c'est pas le cas. C'est plus là souple. Que ta clé, là c'est plus souple. ouais, en fait, là, vraiment, ils se sont basés sur le deck, en fait, de levée de fonds, en fait, qu'on a émis, avec ce qu'on a proposé, du coup, à des investisseurs avec qui on est plus sur une levée equity dans plus longtemps, où on aura un poids de maturité plus fort. Et en attendant, du coup, eux, c'est vraiment, ils sont là pour, entre guillemets, pour le profit, pour que le projet aboutisse. Mais ils ont pas ce genre de choses. Ouais. C'est intéressant de savoir le sous-jacent de ton produit dérivé, c'est intéressant. Bah, surtout que là, du coup, ce modèle a été validé Ouais. par du coup nos avocats. Et ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, avec nos levées, du coup, une fois qu'on a généré nos premiers revenus, on va pouvoir l'apposer également en tant que nous-mêmes investisseurs sur des projets qu'on souhaite faire sortir de notre startup studio beaucoup plus facilement sans qu'ils aient été dilués pour qu'ils restent entièrement propriétaires de leur projet, quoi. Ah, tu viens de piquer ma curiosité. Bah, c'est cool. Ah bah là, je vais te dire qu'il y a un paquet de projets qui chercheraient à avoir exactement ce que tu C'est ça. viens de faire là, parce que je suis curieux. En fait, c'est ce dont on parlait avec Anthony, parce que je lui disais, aujourd'hui, faire une levée pour Monopole, il y a plein de gens qui font des levées tokens, comme si du coup c'était la bonne chose à faire, alors que pour moi, faire une levée token, concrètement, il faut que tu apportes de la valeur à ta communauté, sinon tu la dépouilles et ça sert à rien. Je suis assez binaire parfois par rapport à ça. Et même chose pour la levée equity, je me suis dit, tant qu'on n'a pas notre poids de maturité, on représente un risque. Tant qu'on n'a pas ce poids de maturité et qu'on représente un risque également, ça veut dire qu'on va se faire plus diluer. Et donc, ça veut dire que notre vision communautaire, notre vision sur l'engagement pourrait être partiellement ou même plus déformée. Et donc, de nouveau, on repart sur ce fil rouge de quand on est engagé, où est-ce qu'on tombe en fait. Et donc, pour se protéger de tout ça, on a regardé ce qui existait et on a eu la chance d'avoir un Anthony qui nous a créé ce produit qui fonctionne bien et avec lequel on peut travailler aujourd'hui. On peut se mettre en sécurité puisque moi, j'ai mis tous mes fonds du coup dans cette boîte ainsi que Rudy, qui est un de mes associés. Et donc, on était vraiment tombé en insécurité sur le projet. Ça remettait même la viabilité du projet en jeu. Et ça nous a permis vraiment de souffler, de respirer et de pouvoir se dire, OK, là, on va y arriver. Il nous restait que quelques mois à tenir. Et grâce à ce prêt, on peut y arriver, on peut le mettre en place. Et on voit vraiment les fonds arriver en entrant, du coup, au sein de nos services. Et ça remotive toute l'équipe. C'est pas des fonds qui arrivent de blanchiment de vente d'arbres, etc., non? Promis, non. On a quand même fait une due deal par rapport à ça qui est quand même assez stricte. Donc, non, on a quand même fait. Ça a l'air d'être magique, ton histoire de la souplesse, non-dilution, ça arrive à flot, c'est... Il faudrait d'abord trouver les investisseurs à qui ça convient. Évidemment, tu as des typologies d'investisseurs qui veulent prendre des parts, qui veulent être actifs, qui veulent se diluer. J'en connais, il y en a parmi mes associés qui sont comme ça. Donc non, en fait, je pense que il faut aussi avoir un investisseur qui soit souple, qui ait un profil financier très fort, parce qu'il doit analyser quand même le business pour que, quoi qu'il en coûte au projet, chaque euro dépensé sera bien dépensé correctement et qu'il pourra être remboursé dans les temps. Et c'est là, en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut quand même avoir une visibilité et un audit financier assez fort que pour être certain que le projet va finir par rembourser. Ouais, mais ça, Parce que c'est sinon- les risques que prennent les prêteurs, mais si tu veux, c'est la forme qui carrément. apparaît nouvelle, en fait, Ouais. finalement, parce que ce que fait un obligataire, quand il accorde un crédit, il prend un risque, parce qu'il n'y a pas de garantie derrière. Sauf si C'est tu t'es ça. porté caution, ce qui a pas l'air d'être le cas, ou tu vois ce que je veux dire, Ouais, bien sûr. il n'y a rien derrière, en fait. Et faire des audits, tout le monde en fait, tout le monde sait les faire. Ce qui a l'air d'être nouveau dans ton schéma, Modèle. c'est le produit que vous avez créé, qui est au Luxembourg et qui permet d'avoir cette souplesse. Mais voilà, c'est tout. Mais Anthony, bon, ça ne traite pas de la gouvernance. Ça. On s'est peut-être un peu écarté par d'autres autres. oui, c'est vrai. Mais pour juste finir sur ça, Anthony, en fait, a dit que ce produit existait déjà, mais pour vraiment les grands fonds d'investissement, pour les institutions, il existe. C'est juste qu'à cette échelle, comme une sorte de microcrédit, du coup, on n'avait pas trouvé ailleurs, en fait. Donc, voilà. Ok, merci. Juste pour petite précision, Anthony, qui est donc CFO, le directeur financier de... Oui,
Dolomac, on t'a pas trop entendu. T'as des questions, des observations, des points qui t'ont un petit peu titillé? Oui, ah bah, plein, hein, plein. Ça, c'est des questions, j'en ai des millions, hein. J'essaye de comprendre là. J'entends tout ça, je comprends pas tout, ouais. Ouais, Je comprends pas pareil. Donc je comprends qu'il y a une société qui maintenant est en Suisse, oui, qui est dirigée par des Suisses. pas que par des Suisses. Parce que, bah, D'accord, dans Monopole, en fait, si tu veux, je me permets de te tutoyer. oui. Dans Monopole, en fait, on est tous digital nomades quasiment. Donc moi, je vis en Suisse, mais je vivais une autre partie de l'année, du coup, au Portugal. Mes associés, du coup, t'en as un qui est français, t'en as un autre, du coup, qui est au Luxembourg. Bah, Anthony, du coup, il est au Luxembourg. T'en as encore un autre qui vivote entre la Belgique et la France. Donc, on est vraiment décentralisé. D'accord. Donc il y a la société qui est au Luxembourg et la PDGR. La, la Qui est au société. Luxembourg, pardon, qui est en Suisse et la PDGR. Comment ça? Ben, je comprends que la société est en Suisse Ouais. et que toi, tu es en Suisse aussi. Oui, oui, bien sûr. C'est Mais ça. du, ouais, mais du coup, tu as la fondation, donc l'association suisse qui est en train d'être montée. Donc ça, c'est deux Alors choses. voilà, ben, j'allais y venir. Et je comprends pas bien l'articulation entre la DAO, la société et l'association ou la fondation. Quels sont les pouvoirs entre ces trois êtres. En fait, on repart de la base de Monopole. Monopole, en fait, c'est une plateforme de référence qui est agrégée par un label, qui est du coup un label sur l'engagement social, économique et écologique. Et du coup, derrière, tu as un startup studio qui consolide le projet si du coup il ne rentre pas dans le scope du label. Donc, la société suisse comprend du coup le startup studio. C'est là où on va avoir nos employés, etc. L'association suisse, on l'appelle la fondation, mais parce qu'avant, on voulait monter une fondation et on n'a pas encore ancré que ça allait être une association, suite au benchmark qui nous a été réalisé par nos avocats. Donc, c'est un abus de langage de ma part, je suis désolée. En fait, cette association, elle représente le label et la DAO. Et du coup, derrière, tu vas avoir une société annexe ou une société fille. Ça, c'est encore en benchmark pour le Luxembourg par rapport à une demande qui est réalisée de la part de certains fonds au Luxembourg et sur lesquels on pourrait les aider. Donc, avec des produits financiers dedans. Voilà un petit peu comment ça s'articule en fait. Donc, tu as vraiment la partie Startup Studio, là où il y a les employés, etc., qui est sur la SA suisse. Tu as du coup tout le côté engagement et du coup associatif aussi, qui est du coup du côté de l'association. Et derrière, pour les produits financiers, tu auras une succursale mise à part. Et je reviens au pur sujet de gouvernance. Donc, on a une SA suisse qui, j'imagine que ça fonctionne un peu comme une SA française. Donc, on a un conseil d'administration d'une part, une assemblée générale d'autre part. J'ai compris qu'il y avait un pacte d'associés entre les associés. Et quel est le rapport avec les membres de l'association? En fait, vraiment, la société suisse, elle est dédiée au Startup Studio. Elle est vraiment là que pour le Startup Studio. C'est-à-dire que c'était vraiment pour faire tout ce qui était défiscalisation pour le bien-être au travail. Par exemple, on est en train de regarder pour des complémentaires du coup pension, santé et également bien-être au travail et en dehors du travail avec justement des prestataires qui font tout ce qui est abonnement de sport en entreprise, etc. Donc tout ça, c'est mis sur l'ASA. Et ça, c'est vraiment que pour le Startup Studio. Tu retrouves les mêmes personnes du Startup. En fait, tu retrouves la même personne en fait du Startup Studio sur l'association. C'est juste que ça a deux vocations bien distinctes. On les a dissociées parce que justement. Pardon de t'interrompre. Je comprends du coup que les deux structures sont totalement dissociées, à part qu'elles ont une grande partie d'associés en commun.
Elles sont reliées puisqu'en fait, l'association est mise comme étant une succursale en fait du Startup Studio. Mais l'association ne détient pas les parts de la SA. Non. Bah Et Non. donc, la SA est elles membre, sont pas membre de juridiquement pas liées, l'association. quoi. Attendez, vous avez parlé en même temps, j'ai pas compris. Vas-y. Ben, l'association ne détient pas la SA et inversement, la SA n'est pas membre de l'association. En fait, du coup, donc sur la... Alors, je vais vous expliquer comment on est rémunéré sur Monopole, comme ça vous allez voir. En gros, là, on est en fait tous mis sous l'association en tant qu'associés. Et ces associés, en fait, représentent le board de l'ASA. J'ai rien compris. Pardon, j'ai rien compris. Les associations, c'est sociétaire si vous êtes membre, non? C'est pas associé. Oui, mais oui. Du coup, oui. Désolée. Ouais, non, c'est juste, voilà, c'est pour comprendre, en fait. Oui, c'est pas mon métier, donc ça, je suis désolée. Donc oui, donc on est tous, en fait, les associés au départ du Startup Studio sont en fait les sociétaires, du coup, de l'association. Et donc, en fait, au board du Startup Studio se retrouve, du coup, la fondation. La fondation ou les membres de la fondation? Les membres de la fondation. Pareil. Hein. Et la fondation. Il se trouve que c'est les mêmes personnes, quoi. Oui, c'est juste ça. C'est une liaison directe. C'est simplement qu'on voulait distinguer les activités. Ok. Et tout ça, c'est institutionnalisé, c'est-à-dire que si moi, je suis membre des deux et que j'en ai marre d'être dans l'association, je peux être membre de l'un et pas de l'autre, ou de l'autre et pas de l'un? Bah, je vais plutôt parler de ce que moi je vais devenir. Comme ça, tu verras, ça répondra à ta question. En gros, aujourd'hui, par rapport au potentiel de Monopole, j'arrive à être la CEO adéquate actuellement pour Monopole, même si j'arrive pas à répondre à toutes vos questions. Mais du coup, sur le long terme, au vu du coup de ce qu'on est en train d'engranger, de ce qu'on voit en fait qui va arriver, je ne pense pas être la personne adéquate pour continuer à être CEO sur le très long terme, c'est-à-dire au-delà des 5 ans. Parce qu'on aura un point de maturité où il faudra quelqu'un avec de vraies compétences, qui aura plus qu'une vision, plus qu'un background de management, etc. Alors, je peux totalement me remettre à jour, mais c'est pas mon envie de vie. Mon envie de vie, c'est vraiment d'avoir un impact, d'avoir un sens, en fait. Et donc, je passerai entièrement sur la fondation. Je ne serai plus dans le Startup Studio, je serai uniquement sur la fondation. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, c'est des choses qui sont déjà planifiées et des personnes, du coup, pourraient ne pas être dans le Startup Studio et uniquement, du coup, sur l'association. Ou vice-versa. Alors, quel pouvoir, en termes de gouvernance, l'association a sur Startup Studio? Elle a les pleins pouvoirs, en fait. Ah bah, Parce elle que, détient ses pleins pouvoirs. en fait, concrètement, le Startup Studio est gouverné par le label. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le Startup Studio est audité, en fait, comme du coup, si un projet voulait rentrer dans le Startup Studio, il va falloir qu'il passe le filtre du label. Et donc, c'est le label qui agrège le tout, en fait. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va voir la granularité de est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Et donc, il y aura des audits qui seront faits justement par rapport à ces prises de décision. Donc, on peut dire qu'en fait, ce qui chapeaute l'ensemble de Monopole aujourd'hui, c'est son label. Ouais, je suis d'accord, mais juridiquement, je ne vois pas comment tu peux contraindre une direction d'une société type SA par simplement un contrat qui viendrait de l'extérieur, puisque tu n'as pas de lien juridique capitalistique ou Ouais, sociétal. oui, c'est juste parce qu'on l'a posé en fait dans tous nos contrats, même avec nos partenaires, on l'a posé du coup sur, comme je te l'ai dit, notre shareholder agreement. C'est vraiment des décisions qui sont prises de manière collective sur le fait que, du coup, pour ne pas déroger à la vision, on est soumis du coup à la direction du label et au scoring du label. Donc ton association est dirigeante fait de ta SA et il n'y en a pas pour longtemps à avoir une confusion entre les deux structures. Hein. Ça, c'est pas à moi de répondre. En fait, si tu veux, concrètement, c'est plutôt à nos avocats de nous dire, en fait, par rapport à tout ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a exposé notre vision. Ils nous ont dit comment on pouvait au mieux, du coup, arriver à avoir quelque chose de sain, c'est-à-dire quelque chose, en fait, qui serait le plus vertueux possible en termes de vision. Et du coup, on a fait au mieux par rapport à ça, mais on ne sait pas si le modèle est adéquat, mais on pense que, de nouveau, un petit peu comme pour la technologie,
on va s'améliorer de toute façon au vu des avancées qu'il va y avoir également sur la régulation de nos fonctions et de tout notre domaine en fait d'activité. Je pense que ça nous aidera aussi à pouvoir structurer les Alors, choses parce qu'on a un modèle un peu différent. on te taquine un peu là-dessus parce que tu es dans le pod entre guillemets juridique Ouais. et que sur Non, mais il y a Web3 pas de Addict, souci parce que c'est différent. on se mange la tête, pour le dire littéralement, sur ces questions, quoi. Ouais, totalement. Très Bah, précisément. Et qu'on sait que ce que font les autres. Mais à notre sens, c'est pas. Voilà, le modèle, il est soit pas parfait, soit il n'est pas bon, soit voilà, il ouais, est sujet à discussion. Voilà, il y a beaucoup de discussions là-dessus. ouais, totalement. On n'a Bah, pas plus totalement les réponses, hein. OK? ouais, c'est ça. Oui, non, mais bien Voilà. sûr. Ah, mais moi, de toute façon, enfin, moi, ça me permet vraiment d'avoir une réflexion aussi par rapport aux enjeux qu'on a émis, à ce qu'on a mis en place. On sait qu'on est loin d'être parfait. Je pense que c'est aussi dû au manque de maturité encore de la boîte. Du coup, je pense que De l'écosystème et de la régulation, de la réglementation même. oui aussi. Mais Mais il y a quand même un orange flag sur le fait que si tu me dis qu'une société commerciale est dirigée, entre guillemets, prend ses décisions de la part d'une association, fais attention finalement au régime fiscal que tu vas appliquer dans ton association, dans à la la société, direction de fait, enfin, au mélange de tout ça. Là, ouais. tu as Dolomac qui pourra peut-être t'en dire un peu plus, mais on n'est pas là pour du conseil, là, mais c'est juste qu'effectivement, il y a un point. Mais si vous pensez justement que par rapport à ça, vous pouvez nous aider, parce que nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a designé les flux. En fait, on a dessiné les flux justement de la gouvernance, les flux du coup de comment en fait faire perdurer la vision. Et du coup, on a apposé les documents dans la consolidation en fait de tout ça pour ancrer à chaque fois nos flux, etc. Et c'est à la revue des flux du coup qu'on a pu créer ce modèle-là. Si vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose à notre modèle et pour nous aider à le perfectionner, ce sera avec grand plaisir. Tu as les flux de trésorerie aussi? Oui, évidemment. Flux de trésorerie et flux juridique, entre guillemets, de décisionnel. Exactement, on a Ouais, tout. bah, ça peut être très intéressant. Enfin, juste par curiosité, puis en discuter. Ouais, Sans, carrément. sans que ça devienne du conseil, hein, attention, hein. Oui, bien sûr, il y Ouais, a échanger, simplement. et vraiment, nous, en fait, comme je le disais, l'objectif, c'est d'avoir un apprentissage continu et d'arriver sur un modèle, en fait, qui est plus lisible, plus digeste et en même temps qui continue à faire perdurer notre vision, ce qui est vraiment l'essentiel pour nous puisque, comme je le disais, par exemple, d'ici 5 ans, si je ne suis plus CEO de Monopole, certes, j'aurai toujours un vote décisionnel, mais du coup, qui dit qu'en fait, petit à petit, on se décroche un petit peu de la vision, alors ça c'est normal, mais qu'à la fin, en fait, on soit totalement à l'envers par rapport à la vision. Et c'était vraiment pas l'enjeu, puisque aujourd'hui, l'enjeu, il est plus grand, et on n'a pas le choix que du coup aller vers cette vision pour moi si on veut faire perdurer les choses de manière plus vertueuse. Bah, avec grand plaisir. En plus, c'est un peu l'objectif de Web3 Addict, hein. Mm. Donc, d'être dans ce sens-là, d'accompagner, de discuter, de faire évoluer les choses. Donc, bel état d'esprit. Et puis, bah voilà, en tous les cas, ça sera avec grand plaisir de regarder et d'échanger là-dessus avec ton DAF aussi également, etc. Et avec vos organes. C'est très intéressant. Carrément, avec grand plaisir aussi de notre Voilà. côté, parce que comme je le disais, c'est vrai que c'est compliqué quand on a une vision qui, je vais le dire un peu crûment, qui est en fait associative, mais qui veut quand même générer du cash. Ouais. C'est du coup, en fait, le modèle n'existe pas vraiment. Alors oui, on peut faire une société, mais derrière cette société, quand on finance des projets qui du coup ne sont pas du tout rentables, ils sont rentables en termes d'impact social ou environnemental, mais ne sont pas rentables en termes économiques. Il faut dissocier les deux. Donc c'était là en fait où c'était le plus compliqué. C'est là-dessus qu'on bosse à Web3 Addict et on n'est pas tous d'accord. Dirons-nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y a pas encore de consensus, mais on a bien compris la problématique, justement, pas ce trilemme, j'ai envie de dire, mais ce dilemme de comment réunir la forme associative et la gouvernance collégiale avec la possibilité avec la flexibilité et également pouvoir faire des activités économiques. C'est là-dessus qu'on bûche. Ouais, bah, je pense que c'est un gros sujet. Un gros sujet. Ouais. Ok. Et c'est vrai que pour ça, c'est un réel débat aussi, puisque c'est ce qu'on avait eu. Ouais. L'avocate le revoit régulièrement, nous demande si tout a bougé, s'il y a des choses qui ont changé.
Et c'est vrai que c'est toujours, voilà, c'est une prise de recul obligatoire à faire Bien. régulièrement pour justement être sûr de ce qu'on fait au mieux, en fait. Génial, à disposition. Je suis obligé de filer. C'était un plaisir, Pas de vraiment. souci, c'était un plaisir aussi. Merci Aaron, hein. Voilà, pour franchement, super, génial et avec plaisir d'échanger en ce qui me concerne sur tous ces sujets. Voilà. Carrément, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Belle Salut, soirée. Jérémy, à bientôt. Salut, à bientôt. Salut Jave. Et ouais, bon alors de mon côté, j'ai quelques questions aussi, un petit peu moins peut-être, poussées et techniques. Mais avant j'aimerais bien demander à Steph, Alix, Samir ou même Don Diego, hein, si vous avez des questions ou des petits points, que vous aimeriez, relever? Alix, tu vas pouvoir satisfaire ta curiosité. C'est ça. Non, mais en fait, c'est vrai que je t'entendais parler. Alors j'ai été là en pointillé, hein, et je m'en excuse, j'ai pas eu l'intégralité du contenu. Mais c'est fou parce que les questions que vous vous posez, c'est les mêmes questions qu'on se pose. On est aussi dans cette ambivalence de vouloir faire de l'associatif et de garder cet esprit associatif et très horizontal, tout en générant quand même des profits, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on n'a pas su où placer le curseur, où tu te fais attaquer en te disant que tu es trop centralisé dans tes prises de décision, ou alors à l'inverse, en étant trop horizontal, tu perds l'intérêt économique. Donc c'est vrai que c'est des modèles qui sont encore à parfaire, et j'ai trouvé ça très très intéressant, même si j'ai eu qu'une vision parcellaire de ce que tu as pu nous dire ce soir. Et j'ai pas réellement de questions à te poser, non, malheureusement. OK, il y a pas de souci. En fait, c'est surtout parce qu'au départ, ma vision, c'était que concrètement, comme je le disais, faire une levée de fonds ou avoir une entreprise qui sollicite en fait des communautés ou des personnes individuelles, pour moi, quand tu es pas sûr de ton modèle, quand tu sais que tu es une start-up qui va pivoter durant les 24 premiers mois environ, tu émets un risque sur des personnes qui, au final, elles-mêmes sont en risque parce qu'elles sont soumises au marché économique, etc. Donc nous, en fait, dans Monopole, ce qu'on a voulu, c'est parler à des financiers pour se faire financer par des financiers et qu'ils, justement, au lieu de se payer une conscience avec des projets un peu greenwashing ou un peu touchy, investissent réellement dans de l'engagement et que ce dernier, en fait, leur génère en fait de la rentabilité. Pour montrer qu'en fait, on peut faire les choses. On peut ne pas renier sur sa qualité de vie et en même temps, en fait, arriver à faire les choses de manière plus durable. Je suis certaine aujourd'hui, au travers de voyages, au travers de personnes que je rencontre au quotidien, qu'il y a moyen, en fait, de faire la liaison entre les deux, que certes, tout ne sera pas parfait. Comme une start-up, au final, il y aura toujours des red flags parce qu'il y a un sujet pour le moment et que ce sujet, c'est pas, par exemple, on sait que, par exemple, il y avait un red flag sur Monopole il y a quelques semaines sur la fiscalité parce qu'on n'avait pas du tout optimisé notre fiscalité. Voilà. Là, du coup, c'est un sujet qui arrive et qui va être un de nos chantiers pendant un certain temps. Mais je sais qu'en fait, tout sera pas parfait. Et là, c'est la même chose, c'est qu'on s'est dit, OK, on veut parler à des financiers, il faut que le modèle soit rentable. Cependant, on veut pas négliger en fait le côté, on va financer des choses qui ne sont pas forcément rentables. Donc pour ça, on va créer le modèle économique en liant justement la blockchain à ça, ce qui va nous permettre justement de financer du coup des projets qui ont un vrai impact social et environnemental et pas forcément économique. Mais c'est nickel. Et le choix de la Suisse, du coup, ça m'a déclenché une question, parce que nous, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup posé la question d'aller installer, tout ou partie, en tout cas, de nos activités en Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été comment s'est imposé ce choix, et quels ont été, les motifs qui ont poussé à la décision d'aller en Suisse plutôt, qu'en Belgique ou ailleurs, d'ailleurs? Déjà, le premier motif, c'est que j'y réside. Je veux pas d'un siège, et ça c'est plutôt un avis personnel, je veux pas d'un siège où il y a personne, d'un siège fantôme, dans des îles paradisiaques ou de ce genre de choses. Moi, j'ai pas de lien avec la France. Je dis ça sans méchanceté aucune, hein. Je suis belge, je vis ailleurs qu'en France. J'ai vécu en France à un moment donné, mais je faisais pas du tout cette même activité. Donc, il était logique que, en ayant des personnes qui vivent dans le pays suisse, et du coup aussi parce qu'à la FINMA, il faut être enregistré au minimum en Suisse pour du coup pouvoir travailler sur ce sol ou du moins avoir même des contributeurs, des collaborateurs sur ce sol. Donc au final, on était obligé
d'aller s'enregistrer en Suisse à un moment donné, puisqu'on a une grosse partie de la team qui y vit ou qui veut y vivre à terme. Et donc, en fait, comme je me partageais entre le Portugal et la Suisse, au départ, c'était le Portugal parce que sur des conseils que j'avais reçus il y a 3 ans, on m'avait dit qu'en fait, il y avait moyen d'avoir une exonération de charges patronales pendant un certain temps sur le Portugal, ce qu'on n'est jamais arrivé à faire au niveau des avocats. Donc, je vous le dis, voilà, ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Et donc, comme du coup, on était en Suisse, on s'est dit que il valait mieux être en Suisse pour une partie de nos activités au minimum. Et donc, ce choix s'est fait de cette façon-là. Ça n'a pas été beaucoup plus loin. Ça n'a pas été d'une question de OK, comment on se comporte vis-à-vis du marché crypto, etc. Puisque notre modèle chez Monopole est hybride. On est une société blockchain. On ne veut pas forcément être une société crypto, malgré qu'on respecte ça et qu'on adore ça. On est plus là pour justement l'infrastructure. Pour l'infrastructure, le côté communautaire, les valeurs qui y sont prodiguées, et pas forcément justement pour tout ça. Donc, nous, les régulations ne nous font pas peur. On est justement pour ça. On est vraiment très contents de ça. On a une avocate qui est douée et qui nous accompagne très bien sur ces sujets. Évidemment, aujourd'hui, par rapport aux sujets européens, par rapport à ce qui arrive en termes de régulation, on sera un petit peu avantagé, mais notre objectif, en fait, c'est juste de pouvoir être mis en place dans tous les pays en fait, où on exercera, évidemment, de manière légale. Donc, si tu veux, la Suisse, c'est vraiment juste un choix parce qu'il fallait un step 1 et que du coup, derrière, même pour les investisseurs avec qui on travaille et avec qui on regarde pour un investissement sur de l'equity depuis le mois de septembre de l'année dernière, donc c'est quand même assez long, en fait, eux sont plus traditionnels. Et quand on leur parlait financier, comme du coup, je vous disais qu'on est allé chercher des financiers pour ça, eux, en fait, concrètement, ils connaissent Boston, le Luxembourg, la Suisse. Pour le reste, en fait, ça les intéresse pas vraiment. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais du coup, donc, on s'est dit, le Luxembourg, forcément, on serait désavantagé. Il n'y a que Anthony qui est là-bas. Alors que la Suisse présente ses avantages aussi par rapport à ça. Ok. Et à titre plus perso, une petite question, vous êtes basé où en Suisse? Parce que je suis à 30 bornes de la frontière, donc on est quasiment voisins, quoi, en fait. À Champlan. Champlan. C'est à Sion. Ok, d'accord, ouais, donc pas très loin. Ouais, non, pas très loin. Pas très loin du tout. Donc oui, on n'est pas dans les cantons très réputés pour la crypto comme Zurich, Lausanne ou autre, ou Zug, mais du coup, nous, on est à Champlan et du coup, on travaille avec des serveurs informatiques, enfin, on va travailler avec des serveurs informatiques, petite rectification puisqu'on est en train de finaliser tout ça, qui du coup seront situés à Sion aussi. Donc, on fait même, tu vois, du local circuit Local, sur le numérique. C'est top ça. Ok. Écoute, yes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. De toute façon, vous serez invité pour le lancement de la fondation ou de l'association. Du coup, donc voilà. Comme ça, vous pourrez voir. Avec grand plaisir, ouais. Et c'est une question aussi, c'est étonnant dans les DAO d'entendre CIFO, CIO, c'est une volonté de votre part pour vraiment identifier des personnes et qu'elles sortent du lot ou c'est... C'est de nouveau par rapport aux personnes avec qui on collabore et avec qui on discute depuis des mois. Ils ont besoin en fait de ce cadre plus traditionnel. Et en même temps, vu que notre communauté rassemble des investisseurs principalement qui viennent de l'immobilier ou de grands groupes, etc., ou de family office, concrètement, s'il n'y avait pas ces titres, je pense qu'ils seraient un peu désemparés. Et voilà. Donc, c'est juste une manière d'identifier nos backgrounds, nos focus également, pour qu'ils puissent s'adresser aussi à la bonne personne. Par exemple, c'est tout bête, mais même sur les cartes de visite de Monopole, en fait, tu as cette distinction. C'est-à-dire qu'on a une carte de visite groupée sur laquelle tu retrouves tous les postes et donc tous les attraits. Donc, si tu veux parler produits dérivés, tu as le mail d'Anthony. Si tu veux parler stratégie produit Startup Studio, tu as Sandrine et moi. Si tu veux parler du coup de la qualité de l'audit, Alix, c'est avec qui il faut parler, c'est avec Dorian. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc, on a mis ça en place de cette manière parce que justement, aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec des personnes qui sont, plus âgées, qui sont intéressées par la blockchain, mais qui sont pas des jeunes à fond, et donc qui ont besoin de références traditionnelles aussi. Ok.
Si je peux me permettre aussi de te répondre, Steph, même si la question ne nous était pas adressée, mais comme il y a des similitudes, c'est vrai qu'au départ, alors il y a cet aspect aussi relationnel où effectivement ça permet de mettre un cadre et d'identifier quand tu vas à la rencontre, que ce soit des investisseurs ou autres, hein, ou d'institutionnels ou autres. Mais il y a également l'initiative du projet où il faut bien avoir une casquette à un moment donné, donner une impulsion. Euh, Malheureusement, les communautés vivent rarement d'elles-mêmes. Non pas qu'il Non, mais faille un capitaine et qu'il faille... on appelle ça des initiateurs, du coup. C'est des gens qui initient un projet qui ensuite est repris par les gens, et c'est ce que les gens en font. Et il n'y a pas des gens qui sont là tout le temps, avec une place définie, et qui sous-entendraient d'ailleurs que c'est des gros points de centralisation dans la DAO. Et dans ce cas-là, ça perd un peu l'essence même de l'esprit de DAO, quoi. Non, mais je pense que Ah, de mon point de vue, hein, Oui, tout ça. le terme est peut-être mal exploité, enfin de CEO, mais dans ce milieu, tu es obligé de garder ces étiquettes pour simplifier les choses, quoi. Même si tu as toutes les bonnes vocations, volontés du monde, et puis que à terme, tu te décentralises totalement. Il faut bien des initiateurs, il faut bien une impulsion initiale, quoi. Comme je l'avais dit précédemment dans d'autres interviews, j'avais dit que de toute façon, aujourd'hui, Monopole ne se disait pas 100% DeFi. C'est notre vocation, c'est qu'on souhaite aller vers la totale décentralisation, mais que pour amorcer l'ensemble, en fait, on était obligé d'être si DeFi. Et du coup, c'est aussi pour ça que, par exemple, sur 20 Mint, j'avais parlé par exemple, du Web 4, parce que je sais, personne ne parle du Web 4 ici, mais du coup, à Miami, etc., quand j'y étais allée pour rencontrer certaines blockchains et certains portefeuilles, eh bien, en fait, eux parlaient du Web 4, et du coup, ça, c'est du full décentralisé. Le problème, de nouveau, c'est qu'on arrive sur certains aspects de nos activités où on n'a pas encore l'offre possible de décentralisation, où le produit, du coup, aboutit, un petit peu comme pour les Soulbound, par exemple, par rapport à notre modélisation de DAO, où on doit en fait faire du MacGyver pour arriver à aujourd'hui déjà, commencer à pour vos notre données, modèle. pardon. Oui, il n'y a pas de souci. Pour vos données, tu parlais tout à l'heure de serveurs centralisés, je ne sais plus, en Suisse, je crois. Ouais. Vous pourriez aussi utiliser IPFS avec ou Filecoin ou Flux. Il y a WordPress qui a passé un partenariat avec eux d'ailleurs, Ouais. pour avoir au moins vos données décentralisées. C'est ça, en fait, Filecoin, par exemple, c'est une des prochaines blockchains sur lesquelles on doit s'apposer. Après, justement, en fait, là où il y a la difficulté, c'est justement en termes de ressources, vu qu'on a un budget limité. Et c'est pour ça que je parlais des grants, parce que ça va être quelque chose de déterminant pour nous sur cette année. On a une personne qui est chargée d'aller chercher les grants sur les blockchains qui ont été identifiées comme importantes pour nous. Et donc, il va avoir 3 mois intenses à partir du mois prochain, parce qu'il va faire que ça. Donc, voilà. Mais oui, c'est au départ, en fait, si tu veux, quand tu poses la question aux communautés sur quelle blockchain ils veulent aller, ils te disent pas du tout Filecoin. Moi, c'est un projet que je suis depuis quelques années, mais ils te disent pas du tout Filecoin. J'ai pas du tout d'investisseurs de Filecoin. Et c'est comme par exemple Avalanche, on l'a sélectionné pour ses valeurs, mais du coup aujourd'hui, si on regarde en termes de liquidité de ce qui a été investi sur la private sale de Monopole l'année dernière par rapport à l'écosystème Avalanche, on a eu 0. Et donc, c'est de nouveau cette réflexion entre le choix des utilisateurs et ce qui est le mieux pour le projet aussi. Donc, du coup, tu vois, parce que sinon, en fait, par rapport au choix des utilisateurs, on aurait aussi plugué Solana, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà, c'est là où on essaye de faire la part des choses et de voir dans quel ordre on place les choses en se disant et en se raisonnant. C'est pas pour s'excuser ou trouver une excuse en se disant, bah, on a aussi la maturité qu'on a. Et c'est sûr que dans un an, on sera évolué sur d'autres points et on aura avancé vers notre vision, on l'espère, du mieux possible. Alors ça justement, c'était une petite question que je me posais. Quel intérêt de se positionner sur autant de blockchains? On peut y voir l'attrait de différentes communautés, on peut y voir la recherche de grants, on peut y voir une certaine pérennité aussi, parce que statistiquement, si on a une qui meurt, finalement, c'est pas très grave. Mais au-delà de ça, d'un point de vue technologique, qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, concrètement, c'est plusieurs de ces points. Moi, je voulais vraiment rester blockchain agnostique parce que pour moi, en fait, s'enfermer sur une blockchain représentait un risque, comme on a pu le voir l'année dernière, certes, mais c'est aussi parce que du coup, pour les projets Web3 qu'on va labelliser, ça voudrait dire qu'on serait soumis à la blockchain sur laquelle on est.
Et du coup, si tu n'as pas de projet Web3 engagé qui est sur cette blockchain, bah, du coup, tu sources personne. Nous, on est là justement pour se dire, la blockchain est une infrastructure qu'on souhaite parce qu'on y voit son intérêt en termes de traçabilité, etc. Mais du coup, on ne veut pas se limiter. Et donc, toutes celles qui possèdent un certain nombre de valeurs émises sont référencées sur Monopole. Ce qui nous permet en plus, dans le Startup Studio, une fois que du coup, on a des projets qui veulent s'onboarder sur la blockchain, parce qu'on travaille aussi avec des projets Web 2, si ces derniers, par exemple, souhaitent faire de la tokenisation d'actifs, etc., ok, ben, du coup, on peut leur suggérer la blockchain qui est la plus adaptée à eux. Et il y a des blockchains, en fait, qu'on va pas du tout recommander par rapport au projet. Par exemple, là, on travaille dans le white label. Donc, le white label, c'est une partie du Startup Studio où justement les projets ne rassemblent qu'une des 3 valeurs et qu'on accompagne quand même et qu'on va aider à consolider. Sur ce white label, on travaille en fait aujourd'hui avec un jeu vidéo en fait qui souhaite s'émettre sur la blockchain. Bah forcément, au départ, ils nous parlaient par exemple de la BSC, etc. Et on leur a dit que c'était pas du tout adapté. Donc, en étant partout, ça nous permet tout simplement de pouvoir s'adapter à nos clients, de pouvoir également ne pas se limiter et en même temps, en fait, de pouvoir profiter des avancées technologiques de chacune. Et c'était ce qui était important aussi, puisque Ethereum, là, émet beaucoup, beaucoup de nouveaux services qui ne sont pas encore aboutis, mais il y a plein d'ouvertures par rapport à ça. Mais par exemple, sur NIR ou sur Filecoin, comme on le disait, sur VeChain, ce genre de choses, ils ont chacun, en fait, leurs avancées et leurs visions. Donc, en plus d'amoindrir le risque, ça nous permet d'optimiser les infrastructures. Ok, super. Super. Bah pareil, hein, Samir, Dolo ou Don Diego, hein, même Steph, toujours si vous avez des questions. Ok. Ok, moi j'aimerais bien revenir sur votre activité de tokenisation d'actifs, de comment vous procédez. Peut-être que tu nous parles de certains actifs que vous avez déjà pu, sur lesquels vous avez déjà pu opérer, de comment ça se passe d'un point de vue de la levée de fonds pour financer tout ça, etc. De revenir sur ces points-là. Totalement. Bah, aujourd'hui, concrètement, on a fait une phase de test l'année dernière, donc avec un premier POC. Et en fait, sur ce premier POC, on avait surtout du cinéma, et de l'immobilier. Donc, de l'immobilier toujours avec nos valeurs, hein. Donc, c'était des écologes. Il y avait également donc du cinéma qui dénonçait le changement climatique et en même temps montrait des façons plus vertueuses de voyager, ou l'impact justement qu'avait eu la guerre de l'eau actuellement en fait aux États-Unis sur des populations qui sont précarisées en fait alors qu'elles n'étaient pas avant, ce genre de choses. Donc on a vraiment ces 2 gros pôles qui ont émergé l'année dernière sur nos essais. Et tout simplement, en fait, on a onboardé le projet sur la blockchain parce qu'eux avaient besoin de financement. Et donc, dans ce financement, on a fait notre audit financier par rapport à ces projets, l'audit également de ce qui pouvait leur possible, en fait. Est-ce qu'ils allaient pouvoir lever des fonds? Est-ce qu'ils allaient pouvoir aller chercher des diffuseurs également? Donc, sur ça, Sandrine nous a vraiment aidé grâce à son background chez Ubisoft, chez Wargaming, etc. Et du coup, une fois que ça est passé, on a tout simplement tokenisé les parts qui avaient été négociées pour la communauté sur Monopole. Donc, il faut savoir que Monopole, dans tous les cas, investit également en interne par rapport à ce que nous, on génère. Donc, l'année dernière, comme on ne générait pas de revenus, c'est du coup avec des fonds propres qu'on a investi également pour amorcer en fait ces projets. Et sur la tokenisation, on part tout simplement sur une tokenisation qui est faite sur base d'un NFT qui est délivré sur la blockchain du choix du projet, mais du coup qui a été validé par la communauté en amont. Voilà. Et donc c'est un dynamique NFT, c'est pas un NFT normal. Alors, ça a attiré mon attention parce que je suis un ancien producteur, du coup j'ai arrêté de faire à manger à mes enfants. Vous avez tokenisé quoi sur les films, concrètement? On a quoi? Tu parlais de tokenisation de films? Oui, du coup, on a fait le financement de 2 documentaires l'année dernière, du moins en partie. Et du coup, tu as un des projets qui s'appelle Tortuga d'ailleurs, qui a trouvé un diffuseur, donc voilà.
avec qui on a pu collaborer pour justement le financement de son documentaire sur la Mongolie et qui étaient les anciens nomades, donc les longs voyages en fait qui avaient été effectués par les nomades, etc. Comment ils vivaient, quelles étaient leurs cultures, etc. Et l'impact du changement climatique. Et du coup, concrètement, la tokenisation, elle a ressemblé à quoi? C'est des contrats de coproduction qui ont été tokenisés ou c'est Monopole qui a Exactement. un véhicule qui investit et puis les gens sont dans le véhicule? Non, c'est le contrat. Donc, effectivement, on est coproducteur. Et du coup, en fait, ça a été tokenisé pour Monopole. Et Monopole, en fait, a tokenisé ce distribuer. Ouais, Ouais. exactement. Et donc, D'accord, ok. du coup, c'est pour ça que, par exemple, sur nos tokenisations, c'est des tranches fixes, en fait. Des tranches fixes par utilisateur. Donc, par exemple, on va dire que ce film, en fait, avait fait les choses un peu à l'envers, puisque au lieu d'aller trouver un diffuseur, de voir ce qui était intéressant pour lui de faire et de pouvoir se faire financer, il avait d'abord émis son idée, il avait été sur place, il avait fait son film avant de pouvoir trouver un diffuseur. Donc, il avait fait les choses à l'envers. Donc, Ah oui, on ne fait pas ça, effectivement. Exactement. Donc, du coup, ça représentait un énorme risque pour nos investisseurs. Donc, de ce fait, par exemple, ils ne pouvaient prendre qu'une part par personne de ce film à limiter à maximum $250 sur $90 000 d'investissement. Tu vois? D'accord, ok. Donc, même l'exposition au risque, on essaye justement de la limiter, de faire en sorte qu'elle soit la plus responsable possible pour nos communautés. Et pour les plus petits portefeuilles, puisqu'on a aussi des portefeuilles d'investisseurs qui sont plus petits parce qu'ils ont moins de moyens. C'est pas qu'ils ne peuvent pas investir sur cette tokenisation, c'est qu'on crée en fait actuellement une pool en fait mixée qui est agrégée par un risk manager et qui va permettre en fait d'avoir des mini parts de tous les projets afin justement de lisser le risque et qu'ils puissent investir du coup mieux pour eux, parce que forcément s'ils s'exposent à hauteur de $250 alors qu'au départ la personne elle avait $500 à investir au total, du coup, ça représente un risque énorme en termes d'exposition pour elle. Donc même ça, en Ouais. fait, on l'a agrégé. Donc, il y a un opérateur qui prend des positions pour les membres de la DAO? Du coup, c'est un risk manager qui constitue la pool et elle est soumise en fait à la communauté également. Et cette pool est en Mais constitution. tout le monde arbitre, a le choix de d'arbitrage de ses fonds? Bah oui, forcément, puisque nous, on travaille avec les wallets. Donc oui, ça, il n'y a pas de D'accord. souci. Ils peuvent arbitrer leurs fonds comme ils veulent. Hein. Ok. Ça, non. En fait, ils peuvent Donc, quand arbitrer. tu fais de la gestion pour le compte d'un tiers, tu peux être reconnu comme un fonds alternatif Ouais, d'investissement. Non, en fait, tout est décentralisé par rapport à ça et nous, on fait pas de la gestion pour eux. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on met des limitations sur Ok. l'investissement pour être sûr qu'ils ne s'exposent pas trop, avec justement un disclaimer comme quoi ils ne s'exposent pas à plus de 7% par rapport à leur portefeuille sur tel actif, etc. Donc tout ça, en fait, nous, on est juste là pour, comme je le disais, c'est une plateforme de référence. Donc on est là pour référencer, pour aider au financement ou à trouver des clients. Et en plus, on vit grâce à notre communauté et notre communauté, en fait, doit perdurer. Donc pour ça, notre focus premier, c'est en fait que l'investisseur ne se surexpose pas trop et qu'il se mette en sécurité. Et suite à ça, en fait, en point 2, tu as le côté porteur de projet, où là, justement, on va accompagner au mieux le porteur de projet, mais on va lui faire comprendre également les erreurs qu'il a pu commettre, comme par exemple dans le cas de Tortuga, où on lui a dit, il y a un énorme red flag, ton projet est canon, on sait que tu l'as monté correctement, que les choses sont bien faites, mais la problématique qu'il y a derrière, c'est que, du coup, tu as fait les choses à l'envers. Et donc, on a dû challenger par rapport à ça. Il y a une boîte de prod qui a pu, justement, avec qui il est en réflexion, ce genre de choses. Et du coup, voilà. Mais oui, en fait, si tu veux, on essaye de faire monter en compétence à la fois la commu, à la fois, du coup, les porteurs et même nous-mêmes, puisque, du coup, on atterrit sur des sujets qui, au départ, sont pas les nôtres. Enfin, moi, quand j'ai vu arriver des projets cinéma, alors que je m'étais dit qu'on allait faire des choses d'impact, on se dit, le cinéma, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle d'engagement social ou environnemental. Ah, le pouvoir le pouvoir des histoires de changer les esprits, il existe. Mais je suis Oui, d'accord avec toi. C'est bien totalement. parce que c'est pas si efficace que ça que j'ai arrêté de faire ça pour venir faire des trucs plus cool en blockchain. Ok, donc voilà, un petit peu comment on fait au niveau de la tokenisation.
Mais donc, du coup, tu dis que c'est des dynamiques NFT que Monopole émet, en fait, c'est ça? Oui, Et donc, exactement. En fait, si ok. tu veux, le porteur de projet arrive sur une interface décentralisée qui est liée au smart contract. Et du coup, il va remplir, en fait, par exemple, quelle est la typologie de son projet, ce qu'il souhaite faire. Donc, par exemple, il souhaite faire une levée de fonds. OK, sur cette levée de fonds, qu'est-ce qu'il va délivrer derrière pour les utilisateurs? Donc, nous, on accompagne le porteur de projet à remplir ça. Qu'est-ce qu'il va donner comme rétribution? De l'USDC, son propre token. Tu vois, enfin, on va vraiment créer et adapter, en fait. On a adapté ce modèle, un petit peu comme si tu remplissais un oracle, en fait, de data. Et du coup, après, forcément, lui, il va mettre la liquidité, par exemple, de sa rentabilité à poser pour les gens directement dans ce formulaire, on va dire ça comme ça. Et derrière, ça va se dispatcher en fonction, en fait, de la pondération de la pool par utilisateur. Donc, ça... D'accord. Et alors, j'ai 2 questions directes qui me viennent parce que je travaille très précisément là-dessus, sur la Ok. tokenisation des revenus nets par producteur, donc des recettes dans le cinéma. Ouais. La première question, c'est sous quelle licence de levée de fonds vous faites ça quand vous permettez à un producteur ou à un porteur de projet de lever des fonds auprès du public? Est-ce que vous êtes dans un domaine considéré privé ou dans un domaine considéré public? Et sous quel, quel agrément, quelle licence, par exemple, je sais pas à quel marché vous avez adressé ce produit-là, mais en fonction des marchés, est-ce que vous avez des variations, est-ce que vous avez des limitations de marché? Et après, très concrètement, qu'est-ce qui vous prouve que la personne, elle avait les droits de faire son truc et comment dire, mais qu'est-ce qui back juridiquement l'engagement de Monopole dans le film, Je dis, ça se concrètement, quoi? fait vraiment par tout notre pôle compliance, tu vois. Donc ça, c'est des recherches qui sont faites en amont. Je sais que le cinéma, ça a été vraiment quelque chose d'ardu pour nous, où tu avais 5 personnes qui étaient mises à contribution exprès. Moi, je n'étais pas mise dessus, donc je peux pas te dire exactement, malheureusement. Par contre, je peux me renseigner et vous rendre l'info. Mais du coup, oui, effectivement, je sais qu'il y avait des restrictions et des limitations qu'on avait. Je pense que c'était du secteur privé, du coup. Suite à ce qu'on avait signé en tant que contrat avec les personnes. Donc voilà. Après, on était soumis à la législation sur le territoire sur lequel du coup était le film. Donc pour te dire là, en fait, avec un des projets, on était aux États-Unis, donc c'est encore particulier, c'est encore différent. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait ça a été plus compliqué. C'est vraiment le contrat le plus long de l'histoire de Monopole. Et du coup, après, pour Tortuga, ça a été plus du financement simple, un peu comme du sponsoring, puisque là, c'était vraiment pour le test. Donc, en fait, c'était vraiment Monopole qui a investi auprès de Tortuga pour vraiment Oui, tester l'infrastructure, voir et qui comment... rend ses parts Ouais, à sa commu, quoi, en gros. ouais, exactement. Du coup, c'est votre ça, l'espèce de véhicule parce que tu as dit que les porteurs de projet réinjectaient l'argent dans le smart contract? Ou en fait, non, ils vous le filent à vous et vous le redistribuez? Il ne nous le file pas à nous. En fait, la façon dont Esteban a créé ça, c'est vraiment un modèle où tu as une plateforme, du coup, pro sur laquelle tu te mets. Du coup, tu as un questionnaire, mais lui, il est décentralisé et il communique directement avec le smart contract. C'est comme si ce que tu allais déposer allait appeler le smart contract, qu'il allait le prendre et du coup qu'il allait le restituer après. Donc ça, c'est plus des termes techniques. Je suis désolée de le restituer de manière aussi sale, mais je sais que ça, il faudrait peut-être voir avec Mathias. Je pourrais peut-être faire un point avec Mathias pour qu'il vous fasse une note ou un point spécifique pour vous l'expliquer dans des termes beaucoup plus techniques et qui seraient beaucoup plus compréhensibles que moi. Ah ouais, je serais très curieux de voir ça. Ouais, parce que moi, du coup, à chaque fois, je leur dis, on fait l'oracle, et ils me disent, mais c'est pas un oracle. Et je suis, bah oui, mais on dirait un oracle. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime bien vulgariser pour les gens, mais concrètement, en fait, quand ça part vraiment trop dans le détail texte, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Ouais, et puis là, pour le coup, c'est vraiment, enfin, il y a que le pote juridique de Web3 Addict qui peut être intéressé par ça, quoi. Et, Je sais pas, je pense que c'est ça peut être intéressant pour tout le monde de comprendre un petit peu comment on a fait, mais du coup, ouais, pour ça, je peux rien dire. J'ai juste vu l'interface de manière très jolie. J'ai juste dit qu'il y avait une couleur à changer par-ci par-là parce que c'est mon rôle, mais concrètement, en d'accord. tant que mec, moi, j'ai rien fait, quoi. Ok, bah merci pour les réponses. Et puis Bah, y a effectivement, pas s'il de y a moyen d'avoir une note, Ouais, carrément. Je demanderai à Mathias. Bah, il travaille pas le week-end, par contre, donc ce wow, sera c'est pas pressé. Mais du coup, voilà, ouais, grand plaisir pour en parler à Mathias et qu'il explique mieux ça que moi. Bah, du coup, j'ai pas d'autres questions. Je vais retourner faire à manger et vous écouter de loin. Bah, bon appétit.
Merci Justine. De rien. Et j'ai pas entendu au début, vous êtes combien en fait de membres chez vous? Dans Monopole, en temps plein, en temps partiel, en advisor ou l'ensemble? À l'ensemble. L'ensemble, en fait, donc l'année dernière, on était beaucoup plus, on était plus de 40. Aujourd'hui, on est aux alentours de 30 au total, avec les advisors compris, en sachant que, en fait, on risque d'être beaucoup plus en fin d'année, puisque il faut savoir que dans Monopole, tu as beaucoup d'advisors externes qu'on considère comme étant des fixeurs, qui, en fait, vont nous faire des rapports, justement, de projets à impact, dits à impact, sur leur territoire. Donc, par exemple, on a une personne qui est au Costa Rica, une autre qui est en Argentine, une autre qui est en Colombie, une du coup qui est au Congo-Brazzaville, une autre au Cameroun, une au Sénégal. On en a également en Asie maintenant, puisque on a des partenariats avec l'Asie qui sont en train de se créer, autant en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, etc. Donc, tu vois, ça grossit aussi en termes de... C'est vraiment les fixeurs qui vont faire grossir la team. Et il faut savoir que derrière, en fait, par exemple, Christina, qui est notre Chief Design Officer, qui s'occupe de toute l'UX/UI, a sa propre boîte, c'est externalisé, et donc elle-même a ses équipes. Donc, ses équipes travaillent sur le projet Monopole, mais de manière ponctuelle. Donc, oui, on est une trentaine environ quand on est tous rassemblés actuellement. Ok. Puisque du coup, la difficulté, comme je le disais, c'est qu'on rassemble un petit peu comme Alix, on rassemble en fait différents pans. On rassemble l'aspect financier, donc là, on a besoin d'avoir un pôle financier qui soit quand même étayé pour une entreprise qui a une vision plus mature, donc avec du risk management, avec aussi tout ce qui est taxes et régulatory pour tous les domaines sur lesquels on va se poser, mais également sur chaque juridiction où on souhaite aller. Du coup, tu as l'aspect impact. L'impact, c'est vaste. Tout le monde utilise le terme impact de manière très généraliste. Mais du coup, quand on le spécifie sur les ODD, forcément, on cherche en fait des personnes qualifiées par rapport à ces ODD pour vraiment nous aider à aller le travailler. Et puis, du coup, tu as tout l'aspect produit et développement. Donc, aujourd'hui, l'équipe dev, elle est restreinte quand même. On a 7 devs au total, dont 2 devs full-time. Du coup, voilà. Ok. Et vos concurrents, vous avez analysé des concurrents directs et indirects, on va dire des concurrents plus centralisés et des concurrents Ouais, qui font totalement. comment? Après, en termes de plateforme de référence, je te dirais que l'année dernière, quand on était positionné que comme un startup studio avec un label, on avait beaucoup plus de concurrents directs. Le problème, c'est que moi, je me focalisais vraiment sur le 17e ODD, justement, les partenariats pour atteindre les objectifs. Et je voulais pas envisager des concurrences comme étant de réelles concurrences. En étant une plateforme de référence, au final, tu abats les concurrents pour justement créer des liaisons entre les projets, puisque tu peux les aider à se consolider, tu peux intervenir en tant qu'advisor à certains moments. On a vu une plateforme aujourd'hui qui est sur Multiversix, je pense, qui veut se lancer sur Multiversix, qui serait potentiellement un concurrent direct. Mais sinon, pour le reste, en fait, en termes de benchmark, on n'a pas forcément de concurrents directs. Et comme je l'ai dit, nos concurrents directs, on les envisage pas comme étant des concurrents directs, parce que ce qu'on veut, c'est contribuer ensemble. À partir du moment où tu es engagé au niveau social, etc., comme je l'ai dit plein de fois, je suis désolée de me répéter par rapport à ça, mais c'est vraiment parce que j'aime pas le mot impact. L'objectif, justement, c'est que tu te dis que tu dois faire en sorte de pérenniser l'avenir et de le rendre beaucoup plus sain. Dans cette démarche, tu peux pas émettre de la concurrence, en fait, parce que justement, ta démarche doit être vertueuse. Donc, c'est pas des mots politiques, c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, on a un projet qui ferait la même chose que nous. Il serait peut-être sur le même territoire que nous, mais il aura sa vision aussi. Par exemple, en Suisse, on pourrait très bien dire que Solar Impulse, la fondation, du coup, de Monsieur Picard, pourrait être un concurrent de Monopole. Sauf que, un, c'est une association, et deux, elle source des projets, en fait, qui pourraient potentiellement nous intéresser. Pardon. Et donc, en quoi est-ce que du coup ce sera un concurrent? Puisque ça va aider à améliorer les choses. Nous, on va justement trouver des clients en fait pour ça. C'est bien tourné. Je vais... Sinon, tu t'es proche de Érable peut-être, non? T'es tombé dessus sûrement? Anciennement Cardashift. On a investi dans Cardashift l'année dernière
pour les soutenir en fonds propres, pour les aider à faire leur levée. Et donc, oui, on connaît Érable. Et j'en dirai pas plus. Désolée. C'est ma réponse. Moi, il y avait une petite question aussi qui me titillait tout à l'heure. Au niveau de, tu nous parlais de rétribution, du coup, qui est ouverte à tout le monde, qui passe donc le KYT. Cette rétribution-là, elle se fait déjà sous quelle forme? Et ensuite, une fois qu'un utilisateur touche une rétribution, comment ça se passe? Avez-vous des opérations fiscales ou juridiques, vous, à réaliser? Ou est-ce que c'est purement et simplement le mec qui reçoit, qui doit déclarer en fonction de sa nationalité, de son régime fiscal local? Je dirais que dans tous les cas, il faut qu'il déclare, lui, ce qu'il aura. Mais derrière, en fait, ça dépend également de la forme. L'avantage de Monopole, c'est que derrière le projet qu'on va accompagner, par exemple, va avoir la possibilité d'émettre plusieurs sortes de récompenses ou de rewards pour la communauté qui est engagée à ses côtés en fonction de son rôle et en fonction de ce qu'ils font. Sur la même base, en fait, en termes d'audit, les rewards associés à l'audit sont soit venant du coup directement de la part du projet, et donc ça, il peut y avoir, par exemple, imaginons, c'est allez, on va prendre un projet au hasard. On va dire que tu es situé sur de la permaculture et de la viticulture, d'accord? Et du coup, tu audites ça. Le projet porteur de la viticulture, bah, du coup, c'est bien pour lui qu'il soit audité et monitoré parce que lui, c'est ce qu'il n'a pas à faire. Donc, il va pouvoir émettre une sorte de reward, du coup, quel qu'il soit. Que ce soit, du coup, un NFT qui est collatéralisé, du coup, à une des bouteilles de vin, et donc la personne va pouvoir avoir une bouteille de vin bio une fois qu'il aura brûlé son NFT, ou du coup, ça peut être Monopole qui, du coup, génère, en fait, une pool exprès pour ça. C'est vraiment modulable en fonction du projet. Parce que si on arrête une thèse, en fait, par rapport à ça, la problématique qu'on va avoir, c'est que si le porteur de projet derrière ne donne rien, si nous, on arrête le fait que ça doit venir du porteur de projet, malheureusement, si la personne ne donne rien, notre utilisateur, forcément, il est moins engagé, il est moins fidélisé, on augmente le churn dans l'écosystème Monopole, alors que là, en fait, en étant malléable, on va pouvoir justement s'adapter à ce que le porteur de projet peut ou ne peut pas donner, et donc distribuer et compenser. Je sais pas si c'est... Et c'est sous quel token, du coup, enfin, sous quelle forme qui sont rétribués? Justement, en fait, comme je t'ai dit, ça, c'est de nouveau, par exemple, même la tokenisation au sein de Monopole, ça peut être de l'ERC20 qui est déployé, ou du coup, un NFT. Sur la même base, le reward pourra être autant de l'ERC20 que du NFT, que du coup, quelque chose qui est collatéralisé à l'asset. Ça peut être une part de tokenisation aussi offerte. Ça, il y a vraiment plusieurs modélisations qui sont en train d'être effectuées. Comme je l'ai dit aussi, c'est un stream de revenus qui sort pour le mois de novembre, voire décembre. Il y a toujours des benchmarks qui sont effectués, des études et des analyses qui sont effectuées sur ça aussi, parce que justement, c'est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. En fait, du moins, on n'a pas vu de projet similaire par rapport à ça. Et donc, on a tout à créer, tout à analyser et tout à structurer. Ok. Donc, désolé de ne pouvoir te donner une réponse plus précise en mode si nous sommes pro-NFT ou pro-token, c'est pas le cas. Non, mais c'est très bien. Du coup, là, ça a l'air d'être un peu modulable en fonction du projet, des contraintes et des spécificités. C'est cool. C'est intéressant. Oui, je pense que là où il y a des projets qui se sont enfermés dans leur propre thèse, en fait, l'année dernière, quand on a fait notre benchmark par rapport justement à nos partenaires potentiels et autres, certains étaient tellement engagés, et c'est top, hein, franchement, c'est top, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en fait, ils s'enfermaient eux-mêmes en fait dans leur thèse. Et la problématique, c'est que quand tu as un marché comme celui qu'on a, économique, avec cette inflation, avec ces crises, avec ces problématiques environnementales, etc., ça t'impacte dans tous les cas. Si tu es trop enfermé dans ta thèse, le problème, c'est que tu ne peux pas être aussi agile que quelqu'un qui va surfer sur la vague, tu sais. Et l'objectif de Monopole, c'est d'être à la fois structuré correctement, structuré au mieux possible, en fait, dans tous les espaces possibles, en fait, de nos activités, et en même temps,
d'être structuré de manière agile partout. Et donc, ça allait aussi sur les rewards ou ce genre de choses, parce qu'on s'est dit, si on arrête un procédé, genre nous, par contre, on travaille par exemple qu'avec du security token en reward, ou qu'avec du coup du token normal, ou du token propre en fait à ce projet, alors qu'en fait, chaque projet n'a pas besoin d'un token, et bien du coup, on arrêtait une thèse qui était peut-être pas du tout adéquate par rapport à la réalité du projet, du marché monopole, ce genre de choses. Donc ouais, c'était vraiment... c'est à chaque fois sur ça qu'on jongle, c'est arriver à rester scalable. Et vous avez toujours, ça a toujours été pensé en DAO dès le départ? Ou c'est venu Oui, après oui. dans vos En fait, recherches? pour te faire un petit débrief sans pour autant m'arrêter sur toute ma vie parce que ça sert à rien. En fait, concrètement, moi, j'ai commencé la blockchain en étant embarquée dans un marketing de réseau. On peut cracher dessus, on peut écrire, enfin, vous faites ce que vous voulez avec ça. Là, du coup, moi, j'avais du coup tous mes amis qui m'avaient embarqué dans ce marketing de réseau. Et du coup, je me suis formée, j'ai vu qu'en fait, c'était du caca sur quoi on était. Et comme j'ai déjà expliqué dans certaines émissions, ça a scamé. Ça a scamé, ça a fait ma première expérience crypto. Mais elle a duré longtemps en plus. Hein. Et donc, de 2016 jusqu'à... De quoi? Non, on disait, et pour ceux qui ont la référence de BitConnect. Et donc, ça a duré quand même 4 ans. Donc, ça a été très long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis intéressée à la technologie derrière. J'ai vu que du coup, c'était un peu du caca par rapport à ce qu'ils nous disaient. Et donc, j'ai commencé à en parler à mes proches qui m'avaient embarqué dans ce marketing de réseau pour leur dire, OK, les gars, vous connaissez votre modèle, vous êtes un peu mis dans une secte comme ça où on vous rabâche les oreilles par rapport au fait que eux savent tout, vous ne savez rien, et on vous parle de décentralisation là où en fait vous êtes complètement centralisé. Remettons l'église au milieu du village et on va se former en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me former sur les ICO, que j'ai commencé à parler avec des porteurs de projets d'ICO et j'ai négocié le prix du token, par exemple en private sale, ce genre de choses. Et en fait, la communauté a grandi autour de moi de cette manière-là, puisque mes amis, du coup, étaient beaucoup plus contents sur les ICO et comprenaient un peu plus. Donc, ils ramenaient, par exemple, leurs cousins, etc., sans pour autant faire un MLM nous-mêmes. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnes, après, ont eu des besoins. Donc moi, j'étais juste là pour faire le lien entre la communauté, donc mes proches, plus du coup leurs proches parfois, et du coup les porteurs de projets. Et c'est ce qui a fait Monopole, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'arrivais plus, ça devenait trop gros, il fallait professionnaliser tout ça, il fallait le structurer légalement, et donc on a décidé de le faire. Donc il était logique que ce soit toujours une DAO, puisqu'on a toujours fonctionné comme ça. Par exemple, Rudy, mon associé, je le connais depuis 2019 sur une ICO, sur une de mes premières ICO que j'ai négociées. Et quasiment toute la commu de Monopole, en fait, je les connais quand même depuis plus de 2 ans pour la plupart. Ok. Donc au départ, Monopole ne se voulait pas être quelque chose de gros, ça voulait juste répondre à la problématique que j'avais de ne pas pouvoir diviser mon temps plus pour les gens. Donc voilà. Et pourquoi ce nom Monopole? Ouais. En fait, on a... Alors, il y a des anecdotes drôles et il y a des anecdotes aussi réelles. Un Monopole, ça a été un ensemble de choses. En gros, on voulait une signification un peu geek, parce que toute la commu, en fait, on est des geeks, on s'était tous sur PlayStation, tu sais, voilà. Donc, il y avait ce côté geek, et puis il y avait ce côté, il n'y a qu'une seule planète, du coup, il n'y a pas de planète B, donc ce monopole, tu sais. Et puis le fait qu'on voulait aussi quelque chose de drôle et d'antinomique, puisque au final, c'est le seul endroit où tu retrouves plein de projets sur plein de blockchains différents et qui prônent un maximum la décentralisation. Donc, tu avais un petit peu ce jeu de tout, et c'est ce que tu retrouves dans le logo, puisque tu as la moustache, en fait, de Monsieur Monopoly, la personne qui souhaite faire de l'investissement et réussir, et a une attitude parfois un peu capitaliste. Et du coup, ce côté vertueux avec, par contre, on n'a qu'une seule planète, on va œuvrer pour elle, tu vois. Donc, ça liait vraiment les deux. En fait, au départ, j'ai juste eu une indécision sur est-ce qu'on part sur Stratego ou plus sur Monopole. Il y avait aussi le fait que... on avait aussi le fait que, par exemple, il me fallait un mot qui soit utilisé partout dans le monde correctement.
Parce que du coup, comme on se voulait le plus étendu possible au niveau géographique, parce que moi, ça m'a toujours intéressé d'investir, par exemple, sur des petites succursales colombiennes qui ont un potentiel de duplication commerciale énorme, avec un engagement social qui est quand même grandiose. Et ben du coup, je m'étais dit, ouais, pour ça, il faut pas stratego, par exemple, il y a trop de R. En anglais, essaye de dire stratego, c'est assez drôle, tu sais. Donc, et imagine des hispaniques qui essayent de dire stratego alors que du coup, ils n'ont pas ces connotations, ces sonorités-là. C'est compliqué. Le monopole, ça fait l'affaire de tout le monde. Donc voilà, un petit peu. Parfait. Moi, j'ai plus de questions en tout cas. Et au Merci niveau, pour ta présentation. Il au n'y a niveau pas de de la quoi. roadmap, ce qui est prévu, ce que vous êtes en train de faire. Bah, du coup, roadmap, là, on avait toute la partie levée de fonds, donc levée de fonds traditionnelle à structurer, le fundraising report à créer, vraiment parce qu'en fait, plus on travaillait sur notre BP, plus on voyait qu'en fait, il y avait des business units qui pouvaient être mises en place. Donc, on a dû revoir toute notre roadmap par rapport à ça. Concrètement, là, en fait, en termes de roadmap pour Monopole, on est par rapport au dev, donc sur la finalisation de Multiversix. Ensuite, du coup, on a la recherche de grants. Derrière, on a du coup toute la mise en place des succursales qui ont été demandées donc pour les régulations en fait sur différents territoires, puisqu'on a, comme je l'ai dit, des personnes qui sont situées aujourd'hui sur plus de 7 pays. Donc ça veut dire que derrière, en fait, il va falloir mettre en place toute la structuration légale pour chacune. Donc ça, c'est des gros points. En fait, quasiment toute ma semaine, je le passe soit sur le white paper, soit sur la stratégie produit Startup Studio, soit du coup sur le côté légal et dev. Et puis pour le reste, en fait, on va préparer petit à petit le lancement du jeton avec nos partenaires, donc pour le mois de septembre. Voilà un petit peu ce sur quoi je peux parler. On a également finalisé la demande de renouvellement de référencement en fait sur la plateforme de la campagne Flip de Script pour les Nations Unies. Donc il fallait qu'on transmette ça pour le 7 mai, donc on attend aussi la réponse de ça. C'est quand même quelque chose d'assez fort pour nous parce que même si tout le monde peut se référencer et demander de s'appliquer en fait aux Nations Unies, pour nous ça fait vraiment écho puisque notre objectif c'est vraiment de tout sourcer sur base des ODD, donc c'est important pour nous. Donc voilà. Ok. Et le white paper, c'est pour quand? En fait, si tu veux, le white paper, il était fait. Et vu que justement, en retravaillant nos business units, en collaborant également avec des exchanges ou du coup avec des institutions, on a vu qu'il y avait d'autres produits qui allaient être émis par Monopole. Je souhaite qu'il soit tout le temps remis à jour. Donc, il va sortir normalement pour maximum juillet. Je prends des congés exprès en juin pour pouvoir le rédiger parce que sinon, c'est impossible. Ok. Tu prends des congés, ça veut dire que chez Monopole, t'es pas encore full-time? Si, je suis totalement full-time. Je passe ma vie sur Monopole. Moi, je prends juste des congés de Monopole en fait pendant 1 semaine et demie pour pouvoir rédiger le white paper. Pour Parce Monopole. qu'aujourd'hui, j'ai même plusieurs postes. Parce que justement, tant qu'on n'a pas fait de réelle levée, comme je le disais, même le produit financier qu'on a mis en place sur Monopole, on est en train de le finaliser, la levée. Donc du coup, aujourd'hui, je pallie à certains postes qui sont plus présents en full-time. Mais si, donc je suis même au-delà du plein temps sur Ah ouais, Monopole. Donc, dis-toi qu'en fait, concrètement, je dors en moyenne 4 heures par nuit grand max. Tout le reste Ah. du temps, je suis sur Monopole parce que forcément, il y a différents fuseaux horaires à gérer. Et je prends juste mon samedi. C'est tout. Donc voilà. Après, si tu veux plus full-time que ça, je sais pas. Normalement, en plus, sur Monopole, on prône le bien-être au travail avec 4 jours maximum par semaine, sauf pour moi. J'ai trouvé quelqu'un de pire que moi au niveau sommeil. Je t'avoue que le samedi, je fais la loutre. Hein. Je reste là. Ça, c'est voilà. Mais oui, du coup, en fait, en full-time, aujourd'hui, sur Monopole, restent les devs. Herman, qui est au support et qui travaille du Cameroun, qui est trop génial. Il est connecté autant que moi, je pense, par rapport à la commu, pour être tout le temps réactif et tout le temps présent. Tu as également Sandrine, qui est présente sur le Startup Studio et qui m'aide justement à le structurer, qui avance également sur la qualif et le label. Et tu as Rudy, qui s'occupe d'une autre chose, un produit qui arrivera au courant de l'année prochaine pour Monopole, mais qui a besoin d'énormément de consolidation et de visibilité sur la régulation qui sera apposée sur ça. Donc voilà. Mais du coup, on n'est que nous en full-time et Aurelio également, qui est graphiste. Tout le reste, ils sont en part-time actuellement sur Monopole. Ok.
Si quelqu'un a encore des questions, mais là, je pense qu'on arrive sur la fin. Ça fait presque 2 heures, je crois. Ouais, presque 2 heures, ouais. Non, ça ira. En tout cas, merci beaucoup d'être venu présenter Monopole. Merci à toi. Et à vous, j'étais un peu stressée parce que je me suis dit: «Ouh là là, expérience juridique, c'est pas mon point fort». Donc merci de votre bienveillance en tout cas et de vos réflexions qui vont me permettre aussi d'émettre une autre réflexion et d'apposer aussi certaines choses sur Monopole. Donc surtout merci à vous. Avec Merci à plaisir. toi. Ah, Merci. c'était passionnant, hein. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci Justine et puis si tu as 5 minutes